Salut à tous, on est tous ensemble aujourd'hui pour parler de Hayao Miyazaki. Donc, c'est un réalisateur qu'on apprécie beaucoup et on suppose que très certainement vous aussi. Je suis accompagné de Melaine, bonjour Melaine, Salut. et de Blaise. Salut Blaise. Salut. Ce que je trouve fascinant, moi, avec Miyazaki, c'est que c'est un des rares réalisateurs qui est quasi totalement fédérateur. En fait, je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il détestait Miyazaki. Bien sûr, on a tous notre film préféré ou mal aimé du réalisateur, mais dans l'ensemble, je trouve que tout le monde s'accorde à lui donner une place de choix dans ses appréciations. Pour moi, c'est aussi à double tranchant parce que ça fait qu'on dit qu'un réalisateur à la fois si connu, si populaire et si apprécié, ça cache quelque chose, qui a une arnaque quelque part dans son travail. Et je ne vois que Chaplin, en fait, qui a aussi connu une telle unanimité dans l'histoire du cinéma, de son vivant également. À la différence que Chaplin est pris comme sujet d'étude dans des institutions, la littérature à son sujet abonde, alors que Miyazaki, c'est plus compliqué. Il est étudié, mais je trouve qu'on en dit souvent la même chose, que ça donne une certaine image cliché de son travail parfois. Et je trouve aussi qu'on rabâche un peu les mêmes choses quand on parle de lui. Alors que quand on voit un de ses films, moi je vois un tas de choses différentes qui ne sont jamais relevées. Alors certes, ça va donner une perspective un peu autoriste dans la conversation, mais c'est aussi une cinématographie qui s'y prête. Il y a une réelle évolution dans son travail, des thématiques, des formes et des motifs, des modèles récurrents, et à la fois qui connaissent des variations tout au long de ses films. Et justement, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est parler de ces aspects de son cinéma, mais de manière un peu différente, sortir un peu des sentiers battus et donner un point de vue un peu différent sur ces films. Euh, et du coup, est-ce que vous, par exemple, il y a un aspect de son cinéma qui vous interpelle, mais que vous ne trouvez pas suffisamment abordé ou mal abordé lorsqu'on parle de Miyazaki? Alors moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans le cinéma en général et dans celui de Miyazaki en particulier, c'est l'exercice du métier. Donc c'est pas exactement le travail, enfin ça comprend, pour moi le métier, ça comprend l'idée du savoir-faire et en même temps une certaine idée du geste et de l'utilité du geste. Enfin le métier, c'est faire un geste et le faire bien quoi, en gros et que le geste soit utile. Donc je trouve ça très lié à l'artisanat et cetera. Et ça me semble très important chez Miyazaki. C'est présent dans tous ses films, je trouve, et à la fois de la façon la plus évidente, parce que tous les personnages, ils ont toujours un métier, en fait, ils ont un métier, on le voit, enfin pas tous, mais beaucoup des personnages, très souvent, ont un métier, et on les voit faire leur métier, par exemple dans les usines, dans Mononoke, la boulangerie de Kiki, l'inventeur d'avion dans Le vent se lève, etc. Et en même temps, ça se voit aussi dans des choses beaucoup plus de l'ordre du détail ou à toute petite échelle. Il y a plein de choses comme ça qui sont très souvent, qui tiennent aussi très souvent, à mon avis, du métier. Par exemple, hier, j'ai revu le château dans le ciel. Et dans le château dans le ciel, il y a un moment donné où ils sont au fond de la mine et où il allume une lampe à huile. Et pour allumer la lampe à huile, il y a vraiment tout le geste qui est refait en entier. Enfin, il ouvre le truc, il dévisse, il allume avec sa petite allumette, il referme. Enfin, il y a vraiment, c'est quelque chose qui me semble très très fréquent chez Miyazaki. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, il y a toujours la question avec de comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que la chose fonctionne? C'est, à mon avis, c'est une sorte de, c'est l'importance accordée en fait à l'ingénierie, au départ du fonctionnement et à la question de comment les choses fonctionnent et s'activent, etc. Et en fait, il se pose vraiment constamment cette question, j'ai l'impression. C'est bien que dès qu'il y a une machine, dans les films de Miyazaki, il y a très souvent de machines et il y a beaucoup de, on le dit, enfin, c'est quelque chose qui est souvent dit, c'est qu'il y a des véhicules dans tous ces films, des moyens de transport tout le temps. Et je remarque que ces moyens de transport, quasiment tout le temps, il y a aussi les rouages et la façon dont ils sont mis en œuvre, en fait. Donc, par le travail des hommes ou alors même simplement de façon très technique, le travail de la machine. Même il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai revu Kiki la petite sorcière, c'est que même il y a la question à un moment donné de son balai, en fait. C'est même là, dans cet univers-là, où elle est magique, enfin, où c'est un univers magique, où elle est, donc elle vole sur son balai. Et, euh, et donc le balai, il a beau être magique, il y a un moment donné où le balai ne fonctionne plus et du coup elle doit se poser la question de qu'est-ce qui fait fonctionner mon balai en fait. Donc c'est même plus un fonctionnement d'ordre mécanique, mais c'est quand même un Mm. fonctionnement quoi. C'est même mystique, Mm. métaphysique, magique, tout ce que tu Ouais. veux. Il y a quand même la question de comment vole mon balai. Donc c'est déjà une forme d'ingénierie en fait. Ou alors, dans Chihiro, le truc évident, c'est que quand elle entre dans le grand hôtel, elle y entre par une sorte de petite porte sur le côté, et la première chose qu'elle voit, c'est qu'elle rencontre, c'est le gars
qui fait tout fonctionner avec ses petites bestioles de poussière là et avec toutes ses mains Le vieux différentes. Kamaji. Ouais, voilà, c'est ça, le vieux Kamaji. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose de très récurrent chez Miyazaki. Et d'ailleurs, du coup, il y a la reconstitution mécanique de la chose. Et il y a aussi évidemment une importance à l'effort physique. Et je trouve que cet effort physique, il est toujours accompagné d'un certain plaisir ou d'une certaine joie. Et c'est ça aussi qui me semble très précieux, c'est que l'exercice du métier, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui demande un effort et un labeur, mais c'est pas quelque chose chez Miyazaki qui est douloureux, enfin, qui est qui est oppressant en fait, on va dire. C'est pas quelque chose d'oppressant l'exercice du métier. Et, euh, et c'est toujours donc quelque chose d'utile à l'autre, d'utile à la société, et quelque chose qui demande à être aimé en fait, aimer de faire son métier. Et En donc vrai, voilà, et ça me semble, enfin j'ai l'impression que c'est un peu le grand dilemme d'ailleurs de son dernier film, Dans le vent se lève, où là en fait le héros se retrouve face à un métier dont l'utilité ne correspond pas en fait au rêve qu'il a de ce métier en fait. C'est qu'il se retrouve à construire des avions. Il aime faire son métier, mais sauf que ces avions, ils servent à tuer des gens et à faire la guerre. Et là, il y a un grand dilemme qui se crée. Du coup, est-ce qu'on peut encore aimer son métier lorsque l'utilité de ce métier est nauséabonde, on va dire. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me frappe moi en tout cas chez Miyazaki en général et qui fait que je le rapproche pas mal aussi d'un de mes cinéastes préférés qui est Jean Grémillan. Je trouve qu'il y a un rapport au métier qui est très très similaire et un sentiment très similaire. Ouais, vas-y Simon, du coup tu voulais réagir. Ouais. ouais, en fait, par rapport à ce que tu dis sur, moi je trouve qu'il y a un vrai truc, enfin, il y a une vraie idée de vocation aussi dans les métiers de Miyazaki, peut-être pas dans tous les films, mais en tout cas, je dirais au moins sur Le vent se lève, très clairement, je pense qu'en fait, il y a aussi cette idée que le métier, est fédérateur, et que c'est un des dilemmes, entre autres, du vent se lève, en fait, c'est que c'est peut-être le seul film de Miyazaki, je pense entre autres à l'inverse, à Chihiro ou à Princesse Mononoke, où il y a vraiment l'idée d'une communauté autour du métier, vraiment comme si c'était un peu le noyau central de la possibilité d'une construction d'une société. D'autant que sur Princesse Mononoke, c'est assez particulier parce que la société est tous ceux qui sont, elle est constituée de tous ceux qui sont rejetés par la société, les prostituées, les lépreux, etc. Et qu'en fait, eux vont faire communauté en travaillant en commun. Alors que dans Le vent se lève, c'est presque un peu l'inverse. On a ce truc où le métier va poser problème, pas forcément pour la construction d'une société, mais en tout cas pour la construction d'un couple amoureux, et que tout le dilemme, c'est cette confrontation entre un investissement dans le travail et un investissement émotionnel, sentimental dans un couple. Je trouve que, par exemple, dans Le Mont se lève, vraiment la scène qui va réunir ça, ça se fait encore une fois par un geste, cette fois pas forcément un geste de travail, mais ça se fait dans la scène où il commence à faire son plan sur une table basse à côté de sa femme malade Ouais. qui est en train de dormir, et qu'elle veut rester à côté de lui, et qu'il va prendre sa deuxième main et lui serrer la main en même temps, en voulant à la fois réconcilier l'attention qu'il lui porte dans sa vie de couple, et en même temps son travail qui est à la fois une obsession pour lui et en même temps bah, absolument nécessaire en fait du point de vue du Japon de cette époque par rapport à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale entre autres. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, enfin, j'aime vraiment énormément ce plan où elle glisse sa main dessous la couverture pour lui tenir la main et il lui tient et avec Ouais. la main droite il écrit sur le plan et tout. Et il garde la main serrée en fait jusqu'au bout de la nuit. Il a toujours sa main gauche sur la main Mm. de sa femme et sa main droite à travailler. Ouais. Avec cet ajout en plus du fait qu'il est fumeur et que elle a tuberculose, donc il va fumer à côté Ouais. d'elle et tout, et ça va aussi la détruire à petit feu. Bon, il y a un rapport assez violent en fait qui unit les personnages, mais qui est totalement aussi dans une logique mélodramatique par rapport Mm. au genre du film, et puis à l'amour-passion qui est valorisé dans le genre du mélodrame de manière générale, et plus particulièrement dans ce film, quoi. Mm. Ouais, et puis un certain sacrifice pour l'autre aussi. Que la femme fait Ouais, sans doute beaucoup plus que lui d'ailleurs. Enfin, elle se sacrifie oui, et clairement. Mm. largement plus que lui ne se sacrifie. Mm. Et pour autant, lui, son dilemme est quand même beau et assez noble en un sens, mais on sent que
qu'à sa mesure, il fait son sacrifice, mais que sa mesure à lui, elle est largement moins grande que sa mesure à elle, je trouve. Enfin, on voit en fait Après, il y a qu'elle, une elle sacrifie entièrement presque sa vie, alors que lui, il a du mal à faire avec ce dilemme encore. Mais après, c'est je beau serais un justement de petit voir peu les deux personnages en mitigé. même temps. Ouais. Je serais aussi un petit peu mitigé par rapport à ce que tu dis du corps et de l'investissement physique. Je trouve que chez Miyazaki, il peut y avoir aussi une réelle. Enfin, il y a un effort, mais qui peut vraiment affecter le corps, en fait. Mhm. Qui peut vraiment. Je pense sur Le vent se lève, il y a un truc où c'est. Enfin, l'absence de sommeil, le travail, tout ça épuise vraiment le corps du personnage au cours du film. Euh, je pense que c'est des choses qu'on peut aussi retrouver en fait dans les autres films. Après, ça va peut-être rejoindre le sujet des mutations du corps de manière générale dans le cinéma de Miyazaki parce que c'est un J'avais sujet. justement réfléchi là-dessus, moi, beaucoup, par rapport à Mutation du corps, et surtout parce que moi, j'ai revu le château de Cagliostro il y a quoi, il y a quelques jours, il y a 3 jours. Et pour le coup, bon, c'est le film le plus cartoonesque ou le plus assumément manga ou bande dessinée de Miyazaki, où clairement, les mutations du corps sont limite le sujet du film par moment. Et, euh, enfin, par rapport à ce que tu disais, moi je trouve ça marrant parce que je trouve que les relations entre les personnages se construisent toujours dans leur rapport à leur environnement naturel. C'est jamais des relations très sociales, c'est toujours lié à l'environnement, à la nature. Et je trouve que ça se voit avec des constats très simples. Par exemple, dans Cagliostro, les confrontations individuelles, que ce soit les combats ou les dialogues, etc., ils sont souvent résolus très rapidement. Les combats, ils durent juste quelques secondes. Par contre, les seuls obstacles qui sont véritablement difficiles pour les personnages, c'est des obstacles qui sont environnementaux. Par exemple, des toits qui sont trop pentus pour les personnages, ou des voitures qui roulent trop vite, ou un courant d'eau qui est trop rapide, ou des lasers qui détruisent tous les objets. Et enfin, c'est vraiment un film d'action, film d'aventure pour le coup. Et d'ailleurs, du coup, ces différents obstacles qui sont environnementaux, ils ont beau être des difficultés, c'est jamais vraiment l'ennemi dans les films de Miyazaki. Enfin, ça, c'est un truc qu'on a beaucoup remarqué, c'est qu'il n'y a jamais de méchant dans les Miyazaki en général. C'est assez évident de voir Ouais. ça. Mais la Après, ça difficulté dépend aussi des. les méchants. Ouais, 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 Les premiers films, les les films, méchants sont ouais, c'est quand vrai même que très dans méchants. Château Le dans le ciel, château dans le etc. ciel, le méchant est genre, Ouais, il fait pas le château dans le semblant, hein. ciel, je l'ai revu hier et ça m'a même d'ailleurs, j'ai trouvé ça pas très réussi, le méchant. C'est très Mais manichéen, le château dans le ciel. ce que j'ai remarqué, en tout cas, après, c'est des films dont je me souviens tous, parce que je ne me souviens pas de tous les films entièrement, mais j'ai remarqué que souvent, la difficulté des personnages à endurer tous ces obstacles-là, c'est souvent la difficulté de leur propre corps, comme tu disais, Simon, tout à l'heure, où en gros, ils sont eux-mêmes la difficulté, leur propre obstacle à affronter facilement l'environnement. Par exemple, enfin, dans Princesse Mononoke, le plus gros ennemi de Hashitaka au final, enfin, en tout cas, ce qui déclenche le truc au début, c'est son bras qui est maudit et qui le prive de toute sa dextérité. Ou dans Kiki la petite sorcière, avec la grande difficulté qui arrive à un moment, c'est qu'elle n'arrive plus à voler son balai, c'est qu'elle perd toutes ses capacités magiques de son corps. De la même façon, dans Ponyo, alors là, je ne sais pas entièrement du film, donc il faudra peut-être le préciser, mais dans mes souvenirs, la grande difficulté, c'est que d'un côté, les humains qui ne peuvent pas vivre sous l'eau, et de l'autre côté, tu as Ponyo qui n'arrive pas à vivre entièrement sur Terre, son corps ne le permet pas. Et, euh, et du coup, je trouve que la seule difficulté physique du film, ça vient pas d'un ennemi extérieur ou d'une altérité, mais bien des limites de son propre corps pour le coup. Et dans Cagliostro, enfin, je reviens à Cagliostro, mais je trouve que le plus grand atout du personnage de Lupin III ou de Edgar la Cambriole dans sa version plus récente, c'est aussi la plus grande beauté de son personnage, je trouve, c'est que c'est l'animation elle-même au final qui rend le personnage entièrement flexible et qui est toujours capable de dépasser son propre corps. Où l'animation elle permet au corps de Lupin de se transcender entre guillemets, comme ce moment où il saute entre tous les toits du château simplement avec quelques enjambées faciles comme ça, comme s'il s'envolait d'un coup. Ou quand il explose et qu'il vole par-dessus la voiture comme ça en plein an, ça a aucun sens. Et du coup, ça donne plusieurs gags très cartoonesques du film qui sont pas juste là pour la blague, mais qui témoignent aussi, chacun à leur façon, de cette manière pour les personnages de transcender leur corps et de rejoindre par le dépassement de toutes ces limites une certaine inconstance de la nature. Enfin, j'aime bien le mot inconstance, je le répète souvent, mais je le trouve très joli. C'est une certaine inconstance de la nature où il y a des sortes de contradictions physiques qui se renouvellent sans cesse et je trouve que là, on retrouve un peu l'esprit du cartoon en général, surtout dans Cagliostro. Et qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les Looney Tunes ou dans les Tom et Jerry, etc.
c'est cette façon de toujours se confondre avec la nature en envoyant valser les limites de son propre corps. Et c'est une grande beauté de la nature dans les cartoons, je trouve, c'est qu'elle est toujours considérée dans son inconstance et dans son côté imprévisible, et que c'est d'elle que provient tout le charme des personnages. C'est de leur corps changeant, plein de métamorphoses et de l'humour qui vient avec. Et ce qui est beau aussi dans ces dessins animés, c'est que à la fois l'inconstance elle est évidente, c'est-à-dire qu'à la fois le personnage quand il se transforme, on n'est pas en train de se dire oh c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, ça paraît normal à force, mais en plus elle est malgré tout surprenante où à chaque fois on s'attend à des gags, et on est toujours en train de se demander comment ce geste de métamorphose va prendre forme, ou comment les personnages vont se transformer pour créer la situation burlesque. Et bon, c'est comme dans même des acteurs comme Jim Carrey, par exemple, où son corps, c'est un monde entier qui se transforme sans cesse. Et du coup, voilà, par exemple, enfin, pour finir, moi, l'exemple qui me frappe le plus dans Cagliostro, c'est le moment où j'ai le plus rigolé dans le film, c'est le moment où il essaie de nager dans une cascade à contre-courant. Il y a une grosse cascade qui descend et il essaie de la nager en montant comme ça, de revenir en haut de la cascade. Et à la fin, ce qui est drôle, c'est qu'il y arrive pendant plusieurs secondes et il reste comme ça à nager. Et l'animation fait qu'il arrive, en dépassant la limite de son corps, à rester dans la cascade. Et puis finalement, enfin, ça devient encore plus drôle quand au final, il finit, alors qu'il est près de la montée, il finit par redescendre, par retomber d'un coup. Et on se rend compte qu'en fait, malgré tout, même s'il arrive à dépasser son corps, ça reste le naturel qui décide de son sort malgré tout. J'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Bah, dans le Château dans le ciel, c'est un peu ça avec le petit garçon qui est tout petit et c'est Spider-Man, quoi. Enfin, il grimpe de partout tout le temps sans aucun problème. Il est constamment suspendu au-dessus du vide et il grimpe quand même, il s'en fout. Enfin, il fait des trucs complètement extraordinaires avec son corps aussi. Moi, je trouve que dans Le Ouais, Château dans le ciel, vraiment, l'influence du cartoon, elle se sent à mort sur la famille pirate, entre autres, qui est, Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens. enfin, qui est Ouais. en termes de graphisme et même d'animation, de ce que les corps font. Je pense à la scène où ils se font un concours en arrachant leur chemise juste à la force de leurs muscles, tu vois, juste en contractant à mort et les chemises explosent et tout. Il y a vraiment un truc de cartoon, mais vraiment américain pour le coup, qu'on va pas forcément retrouver, disons, dans un humour d'animation japonaise forcément. Euh, Ouais. et en fait, c'est marrant parce que Miyazaki, je trouve que il commence vraiment là-dedans avec Cagliostro et tout d'un coup, il y a une sorte de cassure qui s'opère un peu dans son cinéma. Je trouve que la cassure, elle vient surtout avec Princesse Mononoke. Euh, qui ironiquement a été annoncé comme son dernier film la première fois qu'il a voulu prendre sa retraite. Et, euh, et en la fait, première des Première 40 fois. fois où il a voulu prendre sa retraite. après Il c'était n'y à aura, chaque il y aura film, mais jamais de bon, dernière fois. après il y en aura d'autres. Mais en fait, il y a vraiment cette cassure avec Princess Mononoke où on sent une influence beaucoup plus japonaise. Même la structure narrative est beaucoup plus empreinte du shonen, alors que dans ces autres films, il y a vraiment une grande place laissée à l'animation telle qu'elle a pu se faire aux États-Unis avec des mecs comme Chuck Jones, comme les Looney Tunes, comme tout ça. Et entre autres, justement, sur ce corps qui. Parce qu'un des gros trucs du cartoon, c'est d'avoir un corps qui va tout endurer sans être modifié dans son fondement, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais. quand on pense par exemple, à Bip Bip et Coyote, c'est ça, quoi. Coyote, il va tout se prendre dans la tronche, il va se prendre des explosions nucléaires, des chutes de 10 000 mètres de haut, de tout ce que tu veux. Et en fait, son corps va rester totalement intact, ou Ouais. ça va l'affecter vite fait dans sa forme à un moment, il va être aplati au sol, puis après, bob, c'est comme de la pâte à modeler, ça reprend sa C'est forme parce que initiale. la nature même de son corps devient la métamorphose ou l'inconscience, justement. Ça devient Ouais, son fondement même. Je trouve ça impressionnant. Et d'ailleurs, carrément. c'est marrant que tu dises Mononoke comme moment charnière. Enfin, j'avais jamais spécialement pensé, mais c'est drôle parce que dans Mononoke, il y a quand même ces images terrifiantes et très marquantes des bras et des têtes qui s'arrachent. Donc c'est vraiment le Ah ouais, moment où ouais. les corps là ne sont plus flexibles comme avant. Et si tu te prends Ah une ouais. flèche, et ben, ça te coupe la tête, quoi. Enfin, c'est dans Princesse Mononoke. C'est vrai que ouais, j'avais jamais pensé Et à toutes ça, les mais transformations dans Mononoke sont extrêmement dérangeantes, hein. Ouais. Le ouais, sanglier, le bras, bah, même particulièrement la le dieu de la fin. forêt, hein. Le dieu de la Ouais, forêt, la c'est fin, c'est quand il est flippant, hein. Il est décapité, vraiment flippant. Ouais. Et Mononoke aussi, il y a une grosse rupture, je trouve que justement, c'est sur ce truc du manichéisme. C'est que pour moi, c'est le vrai grand méchant, le premier grand méchant de Miyazaki qui est pas du tout ultra caricatural, ultra mal incarné et tout.
Alors que Nausicaa, on a un peu de ça, même s'il est un peu racheté à la fin, mais globalement, c'est ça. Le château dans le ciel, bon, ça, c'est la catastrophe absolue de ce côté-là. Et même Cagliostro, c'est un Cagliostro, grand le méchant aussi. Ouais. méchant est pas cool, quoi. Et Bah, dans il y avait, Princesse il y avait quand Mononoke, même Porco Rosso avant, non? Ouais, Porco ouais, Rosso, il n'y a pas vraiment de méchant. mais il Enfin, n'y a pas de méchant, l'américain en fait. est. Ah, ouais, mais Même il y a Kiki quand la même petite tortue. l'américain qui est un peu qui est son adversaire, mais qui voilà. Après, le méchant dans Porco Rosso, c'est le fascisme. Enfin, c'est le fascisme qui est là autour, en fait, qui a pas de. C'est pas une personne, mais c'est le. Ça, pour le coup, c'est le mal du film, quoi. Qu'il a Mm. transformé en cochon métaphoriquement, etc. C'est vraiment le fascisme et la guerre. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, il y a le méchant, par contre, dans Porco Rosso, Même Kiki, il n'y a l'américain, pas de là, Curtis. méchant Ouais, c'est vrai. Il y en a particulier. pas du tout. Ouais. Alors que dans Princesse Mononoke, on a Dame Boshi, qui est un peu présenté comme le gros antagoniste du film, qui détruit la forêt, c'est l'industrialisation, c'est tout ça. Et en fait, Dame Boshi, c'est un personnage que je trouve absolument fascinant parce que malgré tous les problèmes écologiques qu'elle va poser dans le film, elle incarne aussi la possibilité de tous les laisser de tous les parias de la société, de construire Ouais, une de nouvelle travailler, ouais. société Ouais. et de travailler en commun. Et du coup, en fait, elle donne une deuxième chance à tous ceux qui n'en ont pas, en fait, dans la société normale. Voilà. Ouais. Et finalement, le personnage défend aussi des points de vue et voilà, et des, enfin, disons, elle répond aussi à des besoins sociaux pour certaines personnes et le fait au détriment, malgré tout, de. Voilà. Donc, c'est un méchant qui Ouais. s'équilibre, en fait, en un sens. Et à partir de là, ben, tous les autres films, que ce soit Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, ou tout ce qui va venir après avec des gros antagonistes, et, les antagonistes ont ces deux facettes, en fait. En même temps, ils défendent des positions qui sont aussi compréhensibles de leur point de vue. Ce qui n'est Ouais. pas le cas avant, en fait, où tu as l'impression que les mecs veulent juste détruire le monde et c'est tout, quoi. Ouais, et d'ailleurs, enfin en fait, moi c'est, ouais, je suis d'accord avec toi, et je dirais qu'en fait ça, c'est parce que je pense que il a réussi à partir de Princesse Mononoke sans doute, à penser en fait les personnages antagonistes de la même façon qu'il pense les autres personnages. Alors peut-être qu'il a compris quelque chose ou qu'il a touché à quelque chose, parce qu'en fait il y a quelque chose qui me semble vachement important chez Miyazaki, c'est le rapport aux rêves et aux idéaux. Et je trouve que les deux sont toujours très très liés chez lui. Et pour moi, justement, Princesse Mononoke, c'est le film sans doute le plus frappant et le plus marquant de ce point de vue-là. C'est que justement, tous les personnages sont associés à un certain idéal et à une certaine, voire à une certaine direction morale ou quelque chose comme ça. Et en fait, ces directions-là, sans doute que profondément, elles veulent le bien, on va dire, mais elles s'entrechoquent parce que ça crée des tensions de la façon dont elles se manifestent, quoi. Et ce que je trouve très beau vis-à-vis de ça, c'est que du coup, les personnages généralement principaux de Miyazaki, c'est toujours des rêveurs, mais là, du coup, à partir de Princess Mononoke, même les personnages antagonistes deviennent aussi des rêveurs ou des gens qui ont un idéal aussi, en fait, important. Et je pense, c'est à partir de là qu'il a réussi à les. C'est ça qui change tout, en fait, qui fait la bascule. Enfin, là, je vois vraiment pas d'exception parmi ces personnages vraiment principaux qui justement, ont tous un idéal et un rêve très précis. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à ce que tu disais pour le corps tout à l'heure, Blaise, par rapport au fait à la question des limites, parce que je trouve que cette question de l'idéal, elle touche aussi à la question des limites pour moi. Enfin, en fait, c'est en gros la grande idée, à mon avis, par rapport à ça, c'est en gros s'adapter, enfin se conformer. En fait, c'est toujours un rêve très fort, très très intense. Par exemple, découvrir le château de Laputa Château dans le ciel, devenir constructeur d'avions dans Le Vent se lève, etc. Toujours, enfin même devenir pilote d'ailleurs, devenir aviateur, c'est ça qu'il veut au début. Et il peut pas parce il a pas une vue parfaite. Mais du coup, il y a toujours ce rêve. Et en fait, il y a la réalité qui vient pas s'y confronter, mais il y a la réalité tout simplement. Et en fait, il faut parvenir à composer avec la réalité qui n'est pas exactement conforme au rêve et à l'idéal, mais justement parvenir à composer avec cette réalité tout en ne quittant pas une certaine fidélité à cet idéal. Enfin, je trouve ça vachement important en fait. C'est rester fidèle à son idéal, mais moduler son rêve malgré tout dans la réalité pour que ça soit conforme, pour qu'on puisse toujours être dans cette même orientation morale qui vraiment pour le coup elle reste toujours fixe pour tous les personnages de Miyazaki. Je trouve il y a pas de là comme ça je vois pas d'exemple de grosse évolution dans l'orientation morale. C'est toujours une sorte de, 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 de devoir ou de dignité originelle presque des personnages, mais sauf que du coup pour ça ils doivent moduler leurs rêves à ce qui se passe dans la réalité. Et justement en fait ils doivent éprouver les limites de leurs rêves et faire en sorte que
que ça puisse être concilié avec la réalité. Et c'est à nouveau, c'est toujours le dilemme du vent se lève aussi, à la fois avec sa femme et à la fois voilà. Enfin d'ailleurs, il y a une scène dans Le vent se lève que je trouve particulièrement belle aussi, c'est le mariage où justement il rêve de se marier, etc. Mais sauf qu'elle, elle est très très malade, lui il est très très pris par son travail, et du coup en fait il se marie dans une toute petite pièce un soir comme ça, sorti de son boulot, il se marie dans une toute petite pièce chez le mec qui abrite sa femme, donc c'est vraiment des conditions pas idéales du tout. Ils improvisent une cérémonie. Et en même temps, c'est superbe parce que le mariage est quand même plein d'amour et ils se marient quand même. Ils ont réussi à accomplir ça. Et là, c'est exactement ça. Ils ont réussi à moduler leur rêve de mariage à ce qui se passait. Enfin, je trouve, voilà. Et je trouve que c'est à partir vraiment de Princesse Mononoke qu'il y a cette question-là qui est posée pour tous les personnages, justement, et qui fait que les antagonistes existent plus intensément. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on disait, il y a peut-être cet abandon du burlesque dans Princesse Mononoke et le début des corps qui se transforment de manière beaucoup plus négative. Et par rapport à ce que tu dis de cette évolution morale des personnages, enfin du traitement moral de chacun des personnages, je trouve que en fait, c'est vraiment symbolisé par justement les mutations du corps. Enfin, c'est les mutations du corps qui prennent aussi en charge ça, que ce soit dans Le vent se lève, en fait, parce que même si dans Le vent se lève, tu n'as pas de mutation du corps vraiment flagrante, comme on pourra en avoir dans Princesse Mononoke, dans Chihiro, tout ça, il y a vraiment un truc cette scène du mariage, il y a vraiment quelque chose où c'est le corps, par exemple, de la femme va être totalement onirique, en fait. Enfin, elle va prendre je me souviens de cette séquence où elle traverse le pont juste avant de Ouais, venir se Ah ouais, marier. ouais, Il y a une ouais, sorte de flottement très poétique, très onirique, ouais, on dirait une qui, apparition avec sa robe et tout, on dirait presque un fantôme qui apparaît. ouais, c'est ça. Et du coup, tu as ce sentiment, malgré tout, que le corps est modifié par l'image qu'on va se faire de ce moment-là, en fait. C'est comme si Mm. ce moment si important venait vraiment modifier le corps, non pas en tant que tel, mais en tant que l'image qu'il va renvoyer. Alors que dans ces autres films où le fantastique est beaucoup plus présent, et alors que dans Le vent se lève, c'est très latent, en fait, toutes les modifications du corps qui sont du coup devenues beaucoup plus sérieuses et beaucoup moins cartoon sont en fait toujours dans des problèmes de dilemmes moraux. C'est le problème de la malédiction de Ashitaka, c'est un problème d'être exclu d'une société, de trouver sa place dans le monde et tout. C'est aussi la force et la violence qui commence à prendre part de son corps. Donc c'est un dilemme interne. C'est la même chose par rapport aux mutations des corps des parents de Shiro qui se transforment en cochon. C'est la même Mm. chose avec le sans-visage. Il n'a pas du gain chez les autres. Euh, c'est la même chose dans le château ambulant quand il y a Haoru qui se laisse mourir par la dépression, ou alors Mm. ou alors qu'il se transforme en oiseau pour faire la guerre et que cette transformation du corps du coup devient en même temps extrêmement, je dirais, ça devient un corps presque martyr en fait par moment parce il va essayer d'empêcher des bombardements comme si un corps seul pouvait empêcher des bombardements. Et en même temps, c'est sa part sombre en fait qui émerge à chaque fois dans ces conflits, quoi. Il y a toujours Pour une sorte Corosso de. aussi. Hein. Ouais, Porco c'est vrai, ouais. Rosso, il devient un cochon à la guerre après avoir participé à la guerre. Enfin, il Ouais, a c'est vrai, participé t'as à la raison guerre et ses camarades sont morts et tout, et il devient un cochon à ce moment-là, alors qu'avant c'était un homme. ouais, c'est vrai que ça commence déjà un peu plus tôt avec Porco Rosso. Mais d'ailleurs, pour revenir vite fait, parce que tout à l'heure, je parlais du corps flexible de Lupin dans Cagliostro, et pour le coup, c'est aussi, s'il est aussi flexible, c'est aussi parce que c'est sans doute le seul personnage de Miyazaki qui est capable de vivre ses rêves comme il le veut, hyper concrètement. Enfin, c'est Ouais. le personnage vraiment libre qui n'a pas de rêve parce qu'il est en soi, c'est un anarchiste qui vit ses rêves directement. Enfin, là, sa mission, il a fait juste parce qu'il a le souvenir d'une fille. Du coup, il s'est dit, je vais sauver la fille parce que je m'en Bah, souviens. C'est c'est un beau déjà un rêve souvenir. hein, dans ce sens. Hein. Enfin, c'est le rêve, c'est une sorte de Ça, fantasme non, de mais la c'est un fille rêve. C'est qu'il ça, c'est mène. un rêve. Et c'est un rêve qui est très concret et très direct et qui n'est pas un idéal vraiment. C'est juste un rêve comme on a avec nous une envie. C'est plus, enfin, le rêve est plus une envie chez lui. Du coup, il les concrétise très facilement parce que c'est juste, j'ai envie de faire ça, hop, je le fais. Et du coup, ça fait que son corps se module si facilement aussi parce que ses rêves sont si faciles et parce que il accède à tout avec cette simplicité-là aussi.
Mais je pense que les deux se répondent aussi. C'est que d'un côté, les corps se modulent en fonction des rêves, mais aussi d'un autre côté, les rêves se modulent en fonction des corps, où c'est parce qu'on peut tout faire, parce qu'on a un corps hyper flexible, que le rêve devient accessible plus facilement aussi, je pense. Enfin, Mm. ça se Ouais. répond, ça va pas forcément dans un seul sens, quoi. D'ailleurs, tu dis qu'il se souvenait de la fille et ça, c'est un truc que je remarque très souvent, chez Miyazaki, c'est possible que ce soit dans la plupart de ses films aussi. C'est toujours un souvenir qui est souvent sous forme d'une image ou d'un truc. Il y a très souvent d'ailleurs une photographie. C'est dans plusieurs de ses films, dans Le Château Lanciel, il a une photo du château prise par son père. Dans Porco Rosso, il a une photo de lui quand il était humain avec son visage qui est rayé, et cetera. Mm. Il y a souvent cette idée d'une photographie ou un souvenir très fort qui apparaît sous forme d'une image. Mais Mm. je sais pas ce que vous pensez de ça, si vous Si, avez si, joué ouais, à je suis d'accord. Ouais, en fait, c'est presque physique. Je pense entre autres à Shiro et au château ambulant, bon, de manière différente, mais ils vont revivre le souvenir qu'ils ont quasiment physiquement dans ces deux films. Dans le château ambulant, il y a ce moment à la fin où elle va voir le souvenir où Aoru euh, Ah oui, c'est vrai, mange, je me souviens. mange Calcifer, mange son âme. Et, euh, et le souvenir dans Chihiro, qui est en fait, enfin, qui est en fait un film aussi énormément sur la mémoire, hein, Chihiro, puisqu'elle perd jusqu'à, comme si la mémoire composait vraiment l'identité, parce qu'elle perd son prénom. Et en fait, elle a ce souvenir qui lui manque de Haku, qu'elle va retrouver à la fin, et qui est en fait le souvenir de son vrai prénom. C'est ça Mm. qui libère le maléfice Ouais. C'est vrai. dans le film. Et elle le vit presque en fait physiquement. C'est quand elle est sur le dos du dragon qu'elle se souvient qu'elle parcourt cette rivière enfant et qu'elle se souvient de Haku. Même visuellement, c'est montré comme ça avec des flashbacks et des images qui s'embriquent entre elles, quoi. Et Comme ça, je pense, si c'est un truc qu'on peut l'image du retrouver. souvenir dans sa tête affectait l'image dans le film, du temps présent. Mm. Mm. Mais ça, je pense, c'est un truc qu'on peut Voilà. retrouver dans beaucoup de Ghibli en général aussi. Enfin, j'ai revu Le Royaume des Chats il n'y a pas longtemps, même si le film est beaucoup moins bien que, que les Miyazaki, il fonctionne aussi énormément sur ce souvenir-là, où toute l'histoire du film est basée sur la petite fille qui a aidé un chat quand elle était petite. Et du coup, ça engendre après une série d'événements qui l'amène là où elle est aujourd'hui aussi. Mm. Mais Enfin, il y a un rapport souvenir à l'enfance, goutte dans tous les cas, dans les Ghibli, qui est assez exceptionnel, au souvenir d'enfance, etc., qui est bien ouais, présent. souvenir goutte à goutte de Takahata aussi, dès le titre. Ouais, ouais, C'est aussi, ouais. tout un film sur le souvenir. Enfin, je me souviens pas très très bien du film, mais, Mm. mais c'est un film, ouais, c'est le sujet du film de façon explicite, quoi. C'est le souvenir. Goutte à goutte. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc comme ça chez Miyazaki, c'est une manière de mettre en scène un peu des contrepoints. Alors, le souvenir m'y fait penser, mais enfin, je trouve qu'il y a toujours un système d'écho en fait dans ces films. Alors, ça peut être la scène de fin qui fait justement écho à un souvenir qu'on nous a pas présenté, mais qu'on nous a mentionné tout au long du film. Mais des fois, c'est vraiment juste dans la mise en scène. Dans Le vent se lève, il y a deux scènes particulièrement qui m'impactent. C'est cette scène de rêve qui ouvre le film et il tombe à un moment de son avion et en fait, il y a une sorte de chute. Enfin, il chute et du coup, il va le montrer avec une sensation, exactement cette sensation de chute que tu as au réveil et qui va te réveiller en sursaut. Et n'importe quel film aurait montré un mec en Ah ouais, je sueur me qui se lève en souviens. mode comme ça. Ouais. Mais lui, il va faire un truc incroyable. Il Ah va ouais, ça m'a juste lui marqué. faire ouvrir les yeux. Et en fait, Ouais. ce contrepoint, c'est ça qui porte toute la force entre les deux, quoi, entre ce que tu ressens intérieurement et ce que ton corps va vraiment faire au moment du réveil, parce que tu ne te réveilles pas forcément en sursaut, Mais même il quand ouvre tu fais même pas un les mouvement yeux. pour elle. Il ouvre même pas les yeux, je crois. C'est-à-dire, il filme un plan Et de lui ouais, qui dort comme ça. Il est comme ça, il a les yeux fermés, puis d'un coup, il les rouvre au bout de quelques secondes, quoi. Enfin, juste, il se réveille ouais, normalement. il se réveille Mm. normalement, mais bon, tu vois quand même que dans son regard, il y a toute l'intensité du Ouais. rêve. Mais ce contrepoint, c'est ce qui va en même temps donner l'impact à tout ça. Et je pense la deuxième scène qui fonctionne un peu sur ce même truc, c'est la scène du tremblement de terre. Au passage, le travail sonore est totalement incroyable et donne Ouais. toute une dimension presque Mm. animiste, puisque les voix, enfin, le son du tremblement de terre est fait à la bouche et enfin, tu entends la terre qui respire au moment où elle s'ouvre. Ça, je trouve que c'est incroyable aussi, du Ouais, point ouais, de ouais, vue du travail c'est beau. sonore.
Et en fait, tu vas avoir donc tout plutôt en plan large au début où tu vas avoir l'onde de choc, les bâtiments qui s'écroulent, tout ça. Et à la fin, tu vas voir une pierre qui fait un tout petit basculement de 1 millimètre. Genre la fin de l'onde de choc, ça se termine dans ce truc, dans cette pierre qui va Ouais. faire cet écho voilà, de cette onde sur 1 millimètre, quoi. Et t'as voilà, ce contrepoint, ce système d'écho un peu dans la mise en scène qui te laisse, enfin, qui te donne en même temps la perception de certaines choses jusque dans presque une intimité de ce qui pourrait l'être le moins, en fait. Le plus spectaculaire a un écho intime quelque part, quoi. Ouais, Mm. et bah ouais, ouais, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Et pour moi, ça touche à. Enfin, on parle souvent du rapport à l'écologie chez Miyazaki. Et pour moi, en fait, le rapport à l'écologie, il se joue principalement dans ces jeux d'écho aussi. C'est-à-dire entre à la fois l'intérieur et l'extérieur, et puis même entre les différents corps dans un espace, en fait. Et les différents corps, ça compte pas seulement les corps humains, en fait. C'est aussi les corps animaux, Animaux, végétaux. végétaux, etc. Enfin, c'est voilà, tous les corps dans un espace qui fonctionnent avec plein de jeux d'écho comme ça. Et ça me semble très très important chez Miyazaki, où malgré tout, c'est des films avec des personnages, des figures humaines centrales. Mais pour autant, dans l'environnement, les, les figures humaines, comment dire ça, comment dire, elles sont l'environnement en partie en fait. Enfin, elles C'est sont ça. partie intégrante de l'environnement avec Et d'autres même la choses. Et dans la mécanique. scène du tremblement de terre, c'est hyper fort pour ça. C'est qu'on sent qu'on voit les hommes parce que c'est le drame, c'est l'histoire, la dramaturgie du film qui nous amène à regarder les hommes à ce moment-là. Et pour autant, sensuellement, il y a tout en fait. On sent qu'il y a tout un environnement qui est là quand même. Voilà. Et d'ailleurs, les respirations de la terre, ce que tu dis, je trouve ça très juste. C'est vraiment ça. C'est sensuellement tout l'environnement est là et les hommes ne sont ils savent même pas qu'ils sont des personnages dans un décor, c'est justement qu'ils sont partie de l'environnement et qui participent complètement de cette, Ouais. de cette harmonie ou justement à ce moment-là cet ébranlement de l'harmonie, mais ils sont vraiment complètement intégrés à ces circulations d'énergie, si on peut dire, dans l'environnement, Mm. etc. Et Bah, ils les sont corps pas, sont c'est pas des même, figures centrales en fait, en un sens. bah, les corps sont même Voilà. entièrement troublés par l'environnement parce qu'il y a le bras de Ashitaka, il y a Ponyo, enfin, c'est que des corps où Ouais, l'environnement joue un rôle central dans leur transformation, où il y a Cagliostro qui est en bon espion, enfin, Lupin en bon espion qui arrête pas de se déguiser tout le temps pour se fondre dans l'environnement, enfin, plein de trucs comme ça où l'environnement joue sur le corps aussi directement. ouais, ouais. D'ailleurs, moi j'irais même encore plus loin, je dirais que ça touche même la machine en fait. Et c'est pour ça que Ouais, ouais, Miyazaki ouais. est pas du tout dans un manichéisme d'opposition entre machine et nature comme on veut tellement le faire croire. D'ailleurs, lui-même a une fascination absolue pour la machine. Je voyais une interview récemment où il clashait les voitures actuelles parce qu'il les trouvait pas assez belles comparées à celles d'époque et Bah, tout. les avions Mais en général, il est fan des la avions, belle Oui, c'est vrai. ligne, la belle ligne, tout ça, ça c'est un truc en même temps sur le travail graphique de ces films, mais que dans Le Vent se lève, tu le vois totalement. Ouais, L'analogie entre l'arête de poisson et la ligne ouais, de ouais. l'avion, elle est flagrante de ce côté-là. Et justement, la mécanique fait partie intégrante de l'environnement, mais entendu au ouais, sens large en fait. Et c'est là où on voit que sa logique environnementale est une logique de force parce que justement, c'est pas une logique d'être ou une logique de corps, c'est carrément une logique de force où il y a une force de la nature, une force de l'homme et une force de la mécanique, et qu'elles travaillent en synergie, parfois en Mm. opposition, et, et que justement ces forces modifient les êtres et modifient la nature et modifient les corps. ouais, ouais, Et, ouais. euh, et justement, tout le travail de sensuel dont tu parles, c'est aussi donner une sorte de sentiment de corporéité à ces forces-là, en fait. Euh, Ouais, et bah du d'ailleurs, coup, dans là, le. Ouais, vas-y, excuse-moi. les rapports de pouvoir et les rapports de violence parfois qu'il y a dans ces films sont toujours justement des problèmes d'application de ces forces dans un environnement, en fait. Mm. Est-ce que la machine va détruire l'environnement et du coup utiliser de la violence contre la nature pour imposer des forces et pour utiliser des forces de la nature en elle-même? C'est le cas par exemple de Princesse Mononoke. Ou à l'inverse, est-ce que ça va modifier un corps pour le faire travailler en synergie? Ouais. C'est par exemple l'objectif de l'avion, de construire un avion qui va plus vite dans Le Vent se lève, quoi.
Bah, Ouais. le Et château ambulant, c'est la synergie parfaite entre nature et mécanique pour le Ah coup. ouais, complètement, ouais. c'est sans doute pour ça aussi sa fascination pour les moyens de transport et pour les moyens de transport, voilà, en général. C'est parce que ça, c'est des trucs qui circulent, en fait, qui circulent très bien et dans l'environnement, enfin, même pas dans l'environnement, mais justement comme corps de l'environnement, quoi. Enfin, c'est vraiment des Ouais, trucs qui, l'avion dans le ciel, il a sa place en fait. Il est à sa juste place dans le ciel en fait. Il est pas intrus dans le ciel, il n'est pas dans une position de domination dans le ciel. Il est à Mm. sa juste place dans le ciel. C'est pour ça que sans doute qu'il est fasciné parce que quand l'avion trace sa ligne dans le ciel, ça contribue totalement à l'harmonie en fait de l'image du ciel, quoi. C'est pour ça aussi que même ouais. tu as des cas vraiment fascinants où la machine devient l'environnement, justement le château ambulant. C'est ça, ou même rien Ouais. que le cimetière d'avions dans Porco Rosso, tu as l'impression que ça fait tout d'un coup un nuage de machines, en fait. Mm. Ou le château dans le ciel aussi, c'est une construction, mais qui est un environnement à part entière. Ouais. Bah d'ailleurs, dans le Euh, château dans le ciel, il y a ces passages très beaux avec le robot et les oiseaux, enfin une sorte de tout va ouais, ensemble. Et en fait, tu te dis que le robot, il est tout à fait à sa place en tant qu'élément naturel en fait du lieu. À ce moment-là, le robot qui s'occupe des animaux, etc. Et d'ailleurs, ce que tu dis aussi par rapport à ça, ça me fait penser au Vent se lève avec le fait que le son soit fait à la bouche, justement, ce que tu disais tout à l'heure. C'est le mm. premier film, il me semble, de Miyazaki où tous les sons mécaniques sont faits à la bouche. Et à mon avis, c'est un Ça donne quelque chose prolongement de cette d'organique. question-là, en fait. C'est ça, quelque chose d'organique encore. Et à mon avis, c'est vraiment un prolongement de cette question. Moi, ce Je que je trouve trouve que là où tu... fascinant, pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est les yeux des créatures. Là, je sais plus leur nom dans Nausicaa. C'est des yeux vitreux, mais c'est littéralement des vitres. Où au début, elle est en train de, avec son laser là, elle déchiquette, enfin, elle ouvre l'œil et en fait, on voit que c'est littéralement, enfin, on dirait une grosse vitre, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de ces créatures-là, ces créatures avec plein d'yeux différents et Ouais, géantes. ouais, les houmous. Je me Ouais, souviens c'est ça, plus les du tout houmous. de Nausicaa, pour le coup. C'est des créatures C'est le géantes, seul. naturelles, qui sont un peu enfin, images de la nature qu'on veut détruire, quoi, et qui à la fin se révoltent contre les hommes, mais leurs yeux sont semblables à des vitres, quoi. Et les vitres, c'est vraiment la construction humaine par excellence, pourtant. Enfin, on a complètement transformé la matière pour faire des vitres, et Ouais. les yeux de ces créatures-là sont des vitres, quoi. Et je trouve ça vraiment passionnant. Mm. Moi, je Ouais, trouve ouais, que là où cette idée de nature comme énergie atteint son paroxysme, c'est vraiment dans Le vent se lève, pas seulement justement pour l'utilisation organique du son, mais aussi parce que le vent devient comme une sorte de leitmotiv de la passion amoureuse dans le film. C'est le Mm. vent en fait qui provoque tout dans le film. C'est le vent qui va faire voler la machine, l'avion effectivement, mais c'est le vent aussi qui va faire la rencontre amoureuse. Mm. Parce que c'est le coup de foudre se passe au moment où le vent passe et que le chapeau est rattrapé. Enfin, le personnage principal perd son chapeau, il est rattrapé par la fille du wagon d'à côté. Et du coup, c'est lui qui provoque c'est lui qui provoque la passion amoureuse. Il y a toute cette scène où ils vont jouer tous les deux, où ils vont Ouais, jouer à avec se faire l'avion en voler un papier, ouais, ils avion font en connaître. papier. Ouais, la vie en papier, ouais. Voilà, enfin, il y a plein de moments comme ça dans le film où le vent devient non seulement un personnage à part entière du film, mais aussi en fait presque l'allégorie en fait des sentiments qui les portent, et du coup il est investi d'une véritable énergie qui est en même temps l'énergie passionnelle qui va lier les personnages entre eux, quoi. C'est pareil Ouais. le moment où l'ombrelle de la Ouais, c'est fille ça. s'envole comme ça. T'as plein de séquences. Ouais, elle s'envole et justement, elle vole jusqu'au personnage qui, lui, se balade sur un chemin en bas. Et là, du coup, il voit Ouais. l'ombrelle, il la rattrape de façon très, très C'est comme le forte. D'ailleurs, chapeau, hein. le vent, il va super vite et il la rattrape et il y a le geste est Mm. vraiment très intense, la façon dont il attrape le truc. Et après, il la regarde en l'air en haut de la colline et il voit que c'est la fille. Qui fait un écho d'ailleurs à la scène du chapeau où il se Ouais, voit la ouais, ouais, première fois. complètement. Ouais, c'est Bah, un c'est les écho deux scènes très, de rencontre, très, très, celle-là. très flagrant, ouais. Oui, je crois, ouais. Bah, ça, c'est la re-rencontre, en fait, il me semble. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant comme la rencontre est toujours prise en charge par un élément de la nature et pas du tout par une rencontre entre deux êtres humains. Enfin, Mm. rencontre vraiment enfin, au sens très noble du terme. C'est pas juste ils font connaissance, tu vois, c'est une rencontre dans le sens où ils vont complètement découvrir l'autre, quoi. Mm. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, le vent se lève, il faut tenter de vivre, hein. C'est exactement ça. Voilà.
Mais ouais. Et puis surtout, ouais, et puis ce que je trouve beau aussi avec ça, c'est que en plus, c'est pas juste une allégorie, en fait. C'est pas juste le vent sert à ça. C'est que malgré tout, dans ces scènes-là, le vent, du coup, il permet cette rencontre, il est cette circulation de l'un à l'autre, et en même temps, il est aussi juste le vent. Enfin, en fait, il est pas soumis à cette direction-là. C'est ça aussi que je trouve beau. C'est que c'est Ouais, pas juste un vent utilitaire dramatiquement lié un personnage à l'autre. C'est qu'il a cette fonction-là, et en même temps, il n'est pas du tout réductible à cette fonction. Il y a quand même le vent qui souffle, qui tape, qui, Mm. Bah, c'est une force, quoi. qui est voilà, qui a une force. C'est vraiment une force de, comme tu disais, ouais, une force énergétique, quoi. mm, Et ça, je trouve ça beau parce que ça peut être problématique, je trouve, dans un film, quand justement un élément de la nature est utilisé, mais à une seule direction, en fait. Et là, moi, je trouve ça, dans un film, en général, je pense que ça peut être très problématique dans le sens où justement, c'est encore voir la nature comme Outil de l'homme. soumise au drame humain, en quelque sorte. c'est exactement ça, ouais. Il y a une Ou même est anthropologisation de la. signifiante d'ailleurs, est signifiante aussi, alors que la nature n'est pas Ouais, signifiante, en fait, elle est là, elle est présence, quoi. Et là, du coup, avec le vent dans le vent se lève, ce qui est, je trouve vraiment très beau, c'est que c'est dans un équilibre vraiment parfait de ce point de vue-là, quoi. C'est qu'il arrive mm, à jouer de ça tout en laissant le vent vivre de lui-même. Ça d'ailleurs, c'est quand même aussi impressionnant d'ailleurs quand j'y pense que en fait l'animation c'est quand même un tout contrôle quoi. Enfin le vent il est quand tu dessines en animation tu sais très précisément où va aller le vent quoi. C'est pas un vent je veux ouais, dire, un Mm. cinéaste en prise de vue réelle, il peut filmer une scène et puis il y a le vent qui passe derrière et c'est superbe et c'est un hasard total. Là il n'y a pas de hasard possible et du coup c'est d'autant plus beau aussi en fait de se poser la question en animation de comment restituer une sorte d'autonomie et de hasard du vent en fait lui-même alors que c'est toi-même qui le reconstitue entièrement. mm. Enfin, je trouve ça assez fort. C'est là pour ça que moi j'adore Totoro et Kiki la petite sorcière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Totoro et Kiki, c'est deux films un peu naïfs, entre guillemets, qui restent très enfantins, etc. Moi je trouve ça quand même extraordinaire cette façon de juste se poser, de regarder, de faire des longs plans de paysages comme ça, Ouais. alors que t'as tout le contrôle et que tu fais ce choix-là de faire ça, quoi. Ouais, Et bah aussi qui montre. Dans Kiki, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, dans Au tout début du Totoro, film, il y avait plein quand même, je trouvais. Je me souviens de ça, ouais, le film commençait avec comme ça. j'ai pas trop souvenu. Par contre, dans Totoro, c'est hyper marquant comment il y a plein de plans en début ou en fin de scène où il y a juste le paysage, pardon, et justement les personnages humains sont complètement absents du paysage en fait. Il y a vraiment juste Mm. le paysage qui arrive d'une façon très très franche. Moi, c'est des plans qui me font penser aux plans qu'on trouve chez Straubier en fait. Du coup, Jean-Marie Straub, Daniel Huyer, il y a ces plans-là très souvent dans certains de leurs films, dans pas mal de leurs films. Il y a ces plans comme ça de paysages vidés d'humanité, ou en fait, enfin, pas vidés d'humanité, justement, vidés d'humains, mais quand même avec une sorte de prégnance humaine très très forte, mais tout en laissant les paysages résister à cette prégnance humaine Ouais. par une certaine autonomie du Au paysage. dé- Je je trouve pense dans au Totoro, début il y a de. incroyable dans Totoro, les plans. Au début de Princesse Mononoke aussi, qui est une sorte d'hommage au début de Ran de Kurosawa. Tu as vraiment les mêmes paysages avec ce même motif de. Enfin, tu vois ces collines avec ce vent qui traverse comme ça les herbes et tout. Ouais. Et je me souviens, il y a vraiment des plans qui sont presque repris tels quels, il me semble, du début de Ran, qui est pareil, un début assez long, juste avec des paysages. Après, l'homme vient aussi prendre sa place dans les paysages, c'est Kurosawa. Mais tu as vraiment un. Enfin, je trouve que la référence est assez explicite. Après, la place du paysage chez Miyazaki, je trouve qu'elle est vraiment importante parce qu'elle signifie aussi son lien qu'il a avec l'impressionnisme en fait en peinture, Mm. qui n'est non seulement une place laissée au paysage très importante, mais aussi à la lumière. Enfin, bon, parce que pour le coup, c'est de l'animation, mais il y a vraiment un travail d'un rendu de lumière très particulier chez Miyazaki, qui est aussi très lié aux couleurs, et aussi globalement à des choses qui se trouvent un peu sur le seuil de quelque chose, c'est-à-dire ou des aubes, ou des aurores, ou des châteaux en ruine, Ouais. des choses qui sont à mi-chemin entre quelque chose en ruine, quelque chose de très moderne, toujours à la limite, et qui a un peu cette obsession pour la modernité qu'avaient aussi les impressionnistes quand on pense aux arrivées en gare des trains
chez Monet, et après, dans Le vent se lève, tu as vraiment des plans entiers de nuages qui sont bleus, vert fluo, jaune pissenlit, et qui font vraiment penser à des paysages qu'on a carrément dans le néo-impressionnisme, euh, entre autres pour les couleurs, quoi, qui sont vraiment beaucoup plus flashy, et qui, et qui évoquent tout ce pan de la peinture qui va de l'impressionnisme au néo-impressionnisme, et qui est aussi dans la touche qu'a Miyazaki pour faire les paysages. Par exemple, dans Porco Rosso, je me souviens d'un plan où il y a une femme qui lit dans son jardin, et au premier plan, il y a des roses, et les roses, elles sont juste faites avec une touche de couleur rouge, comme ça. Euh, et du coup, tu Ah, je sais as pas. des sortes de résurgences du pointillisme dans la manière de faire certains paysages, de dessiner certains plans. Et voilà, il y a tout ce qui est super intéressant parce qu'il montre aussi tout le rapport qu'a Miyazaki à la modernité, et qui se place dans cette approche de la modernité qu'avaient les impressionnistes aussi à leur époque, quoi. Puis je pense le rapport au vent, mine de rien, c'est aussi un rapport qui était assez fort chez les impressionnistes, enfin quelque chose qui était assez fort, la question du vent, qui en fait était posée, évidemment en peinture c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est fixe, du moins fixe entre guillemets, hein, mais voilà, il y a une image. Et, mais sauf que c'est la question des courbes en fait. Enfin, chez Monet particulièrement, je pense que Monet, le rapport Miyazaki-Monet, il me semble qu'il a déjà été un petit peu dit. Et chez Monet, la courbe, c'est fondamental, j'ai l'impression. Enfin, qu'est-ce Mm. que fait une courbe? Et d'ailleurs, dans les tableaux plus tardifs de Monet, la représentation se fait beaucoup plus. Enfin, s'efface en fait petit à petit. Au début, il est dans une représentation assez précise, et puis petit à petit, avec le temps, il y a Oui, de ça moins devient en plus moins il y a de abstrait. moins en moins, voilà, ça devient de plus en plus abstrait. Et là, on voit encore plus qu'en fait, ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est la courbe, toujours la courbe. Et Mm. chez Miyazaki, je pense que c'est vachement important la courbe. Je pense Complètement, ouais. qu'on peut fixer pas mal de ces plans en photogramme et voir à quel point au niveau des courbes, ils sont très très Enfin, là où je extrêmement vois, posés, et que c'est toujours la courbe du vent d'ailleurs enfin principalement. là où je vois des lignes et juste un conflit de lignes et de points, je dirais, c'est vraiment la séquence dans le château, dans le ciel, où il traverse l'orage. Bon, les lignes deviennent des dragons, mais le passage des éclairs et tout, c'est juste un fond noir avec des lignes dessus, quoi. Alors, Ouais. c'est hyper graphique parce que justement, il tend vraiment vers l'abstraction dans cette séquence, mais ça donne une intensité vraiment particulière à la scène. Et ouais. Après, pour le vent, je pense qu'il y a aussi toute l'influence des estampes japonaises. Pour le coup, je pense entre autres aux 36 vues du mont Fuji de Hokusai. Il y a vraiment une des estampes qui est juste essayer de représenter le vent justement en peinture Mm. sans forcément passer par le trait. Donc, il y a les branches de l'arbre qui se plient, il y a les chapeaux qui s'envolent, il y a les drapés qui flottent. Et je pense qu'il y a aussi cette influence de l'estampe, mais après, on sait que les impressionnistes étaient très influencés par les estampes japonaises, et inversement, la peinture japonaise, ensuite, s'est énormément inspirée des impressionnistes, et ce qui a été un des, un des rapprochements aussi entre le Japon et, pour la France peut-être tout particulièrement, mais l'Occident de manière générale, à l'époque où le pays commençait à s'ouvrir, c'est aussi un rapprochement qui a été culturel et esthétique, et qui s'est fait aussi par le biais de l'impressionnisme à ce moment-là, au 19e. Mais je trouve ça passionnant, moi aussi, enfin, cette façon de. Parce que j'avais remarqué la toute première fois que j'avais vu Cagliostro, c'était à 3 4 ans, je sais plus, c'est que enfin, moi, j'avais vu Akira à ce moment-là, à l'époque, qui était réputé pour sa grande technique d'animation, etc. Et j'avais été assez marqué par la façon qu'a Akira de montrer le vent, à savoir juste des traits de vitesse, comme dans beaucoup de mangas, en fait. Quand tu passes Mm. juste après à Miyazaki, en fait, tu te rends compte que sa façon de montrer le vent, il utilise quasiment jamais des grands traits de vitesse comme dans les mangas, etc. Justement, il est très, il sépare beaucoup de ça à travers ces différentes influences-là, justement.
Alors que Sauf dans les dans mangas Princesse ou dans Mononoke. l'animation japonaise, c'est la grande tendance de représenter la vitesse ou le vent par ces Mm. traits-là, très droits, Ouais. etc. Alors que le vent, en soi, en vrai, le vent, il se voit pas. Donc, c'est un truc, c'est sensuel. C'est que Ouais, c'est ça. sensuel et sensitif. C'est pas, ça se voit pas. Mm. Le vent. C'est vrai que ouais, dans Miyazaki, Sauf c'est dans ça. Princesse Mononoke est peut-être l'exception parce que justement, je pense aux scènes par exemple des flèches où la caméra suit la flèche qui vole dans un style très Sakuga, Ouais, je me animation souviens plus. japonaise typique, quoi. Ah, je me souviens C'est, plus. Ouais. Dans Par contre, Tokyo Ghoul aussi, il y en a un peu des trucs comme ça, un peu très ouais, japonais. c'est possible que mais je dans pense que ça, c'est Pogno, il aussi. y a des choses comme ça, non? Enfin, en tout cas, je me rappelle que les vagues, etc., c'était fait de façon assez étonnante dans Pogno, je crois me souvenir, mais je vais Mais bien. l'eau est assez étonnante chez Miyazaki. Par exemple, la proportion des larmes Ouais, ouais, chez ouais, les ouais. personnages, Elles elles sont sont très vraiment, épaisses. ouais, elles sont très épaisses, presque démesurées. Enfin, tu sens que tu as un truc où ce n'est pas juste des larmes qui coulent, en fait. C'est vraiment de l'eau Mm. qui sort du corps à part entière, comme si c'était des flots. Et moi, Bah, la c'est scène comme qui. dans Mononoke, hein, le cerf, hein. Quand il explose à la Ouais, fin, oui, c'est de l'eau. c'est Mm. ça. Enfin, c'est Ouais, je presque pense que vicieux. Il y a un côté dans Mononoke vraiment dérangeant avec le sang du cerf où tu sens que c'est pas un sang, c'est ouais. vraiment anormal, quoi. Mais je pense que ça rejoint en fait exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur les corps, etc. Et d'ailleurs, il y a là, quand il pleure, il y a un truc quand même dont il faut parler, c'est les rires dans Miyazaki. Il n'y a pas un seul film de Miyazaki où il n'y a pas un moment donné où les personnages éclatent de rire, mais d'un rire hyper franc, où tu as l'impression qu'il n'existe plus rien d'autre au monde pour eux que ce rire, quoi. C'est Ouais, juste pendant c'est quelques secondes, mais il n'y a pas un seul film de Miyazaki où il n'y a pas ça. Et la le plus marquant, représentation des émotions et comment elles passent par les corps et comment elles circulent aussi entre les corps, elle est ouais, hyper bah intense. Et c'est là où tu vois que tu as une logique énergétique, en fait. C'est que le ouais, corps est affecté énergétiquement et physiquement par les émotions. ouais, bah le truc marquant justement par rapport au rire, c'est, enfin, je pense que tous les rires sont plus ou moins marquants. Moi, je les retiens un peu tous là en parlant. Mais le plus marquant, je pense, c'est quand même dans Totoro, quand ils sont les trois dans la baignoire, donc le père et les deux Ah filles. oui, Les deux filles ont un peu peur des petites bestioles de poussière, là, j'ai perdu leur nom, les et Noireaudes. que les noiraudes, voilà. Et le père, il leur dit pour les faire fuir, faut rire. Et du coup, il éclate de rire, il faut ah, 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 ah. Et après, les deux filles, elles s'éclatent de rire avec. Et en fait, le rire, il se répand Communique. complètement dans la Ouais. pièce. Il se répand dans la pièce. Il fait fuir du coup les noiraudes. Et en plus, il s'étend dans le temps parce qu'après, évidemment, les filles, elles n'arrivent plus à s'arrêter de rire. Le père, il n'arrive plus à s'arrêter de rire non plus. Et ils n'arrivent plus parce que les autres continuent. Et du coup, il y a une sorte de logique comme ça. Enfin, comme en vrai le rire en fait. Mais je trouve ça très Mm. fort comment il arrive à le montrer justement de façon synergique. Ouais. Je le pense aussi dans des scènes de tristesse. Moi, ça me fait penser à cette scène du voyage de Chihiro où il y a Chihiro qui pleure en mangeant sa boulette de riz. Et peut-être que ça va nous amener sur un des autres thèmes que je voulais bien aborder avec vous, c'est celui de la nourriture dans Miyazaki. Et là, par exemple, dans cette scène, on voit vraiment que la boulette de riz a une vertu de consolation euh, et d'expression de l'émotion. C'est parce qu'elle mange la boulette de riz qu'elle va se mettre à pleurer des larmes immenses comme ça. Mm. Et du coup, tu sens que la nourriture n'a pas seulement une vertu juste de nourrir le personnage parce qu'il mange, mais c'est carrément une nourriture affective en fait. Et, le riz porte bien plus que simplement le fait de consolider ton estomac. C'est vraiment, ça va te nourrir dans le besoin affectif que tu as, mais aussi dans l'expression de cette émotion. Et ça va être ce qui va être le déclencheur de toute la tristesse emmagasinée pendant presque un tiers du film. Ouais. Et puis Ouais, même souvent, peut-être que ça. Ah, pardon. vas-y, vas-y. La façon dont les personnages mangent, ça sert aussi beaucoup souvent à caractériser. Moi, j'aime pas trop le mot caractériser, mais à montrer comment sont les personnages, comment ils vivent, etc. Par exemple, dans le château ambulant, au moment où le petit garçon il se fait son œuf à la poêle, là, et je trouve ça trop drôle comme la façon dans l'engouement avec lequel il mange l'œuf, comme ça, d'un coup, tu comprends, tu vois tout le personnage dans tout son enfant, dans tout le truc. Enfin, c'est vraiment très fort à ce niveau-là. Enfin, la nourriture est porteuse. On va redire le mot force, mais porteuse d'énormément de forces différentes dans Miyazaki, je trouve.
elle est vraiment associée à la nature en général et à l'homme aussi en général. Enfin, c'est aussi cette rencontre entre l'homme et la nature, hein, dans la nourriture en général. Je dirais aussi, du coup, pour revenir aussi à ce que tu disais un peu, Simon, c'est cette idée de nourriture affective. Je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure du fonctionnement des machines, etc. C'est aussi en fait la machine humaine qui se met en route Ouais. grâce à la nourriture, D'ailleurs, qui se met en route. D'ailleurs, dans le château d'Ambulant, le château fonctionne Ouais. par l'âme de Haoru. Ah oui, Donc, c'est vrai. Ouais, et du et coup, le l'âme de feu Haoru qui est nourri, en fait, justement. Ouais, est c'est nourrie ça. par Haoru et est mangée Ouais, par Haoru. Donc, ouais, il c'est y a ça. une sorte d'alimentation. La machine est alimentée par des choses de l'homme et l'homme est alimenté par d'autres choses. Et la machine sert aussi à alimenter l'homme d'une certaine manière, Ouais. j'imagine. C'est vrai que c'est pas forcément ultra flagrant dans ces films. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais De quoi De nourriture? que la machine sert en fait de nourriture pour l'homme par certains aspects. Bah, c'est plus clair, l'exemple du château ambulant, je pense. Ouais. C'est Ouais. plus évident. Après, la nourriture, elle n'a pas aussi que des valeurs affectives ou quoi. Je pense, elle a carrément des valeurs de transformation. Je pense à la scène, évidemment, dans Chihiro, qui est évidente, c'est-à-dire de manger comme des Ouais, porcs, on va devenir des porcs, ouais, donc dans la manière qu'on a de manger. Mais ouais. aussi à l'inverse, c'est-à-dire le moment où elle apporte la boulette que l'esprit lui a donnée, qu'elle espère que ça va retransformer ses parents en humains. Et Ouais. du coup, c'est censé faire le processus inverse en fait de transformation du corps. Pareil, le corps va se transformer dans le voyage de Chihiro, le sans visage qui mange tout. Et son corps, justement, se transforme aussi par ça. Et fait inverse aussi, il va régurgiter tout ce qu'il a mangé justement par cette même boulette. Mm. Il y a un côté rétroversible en fait des choses et en même temps réversible et Ouais. en même temps et en même temps par exemple la nourriture peut servir de marchandise. Enfin, elle sert de négociation dans une malédiction, comme par exemple justement inverser la malédiction, mais elle sert aussi de négociation. Je pense par exemple au triton grillé, qui est Mm. le MacGuffin en fait du film au début et qui est en fait de la bouffe, mais tellement rare et tellement bonne que tous les travailleurs des bains de Chihiro s'arrachent le triton grillé et ça sert d'objet de négociation en fait pour faire rentrer Chihiro dans la communauté. Donc là, au fond, la nourriture sert aussi à cette Ouais, entrée dans la communauté, quoi. cet aspect À ce commercial, partage il de est... communauté, ce partage de Mm. liens entre les humains dans le Princesse Mononoke. C'est le moment où ils vont partager le riz avec le bonze, qui va servir de premier lien entre Ouais, Ashitaka et le bonze. Il y a ce moment où il lui décrit il lui dit t'as un très beau bol et tout, qui est très dans la tradition japonaise de décrire un objet parce que l'objet a une sorte d'entité, une Mm. entité à part entière. Donc complimenter l'objet, c'est complimenter l'esprit aussi qui peut potentiellement habiter cet objet plus ouais. tard s'il devient un yokai ou quoi. Et ce moment-là, ils partagent la nourriture ensemble. Et ce partage de nourriture est un lien relationnel parce que, par exemple, justement, la scène aussi où Shiro mange sa boulette de riz, la boulette de riz lui est offerte par Haoru, par Aku, je veux dire. Donc, du coup, Mm. Et dans Totoro, où Mei, elle part avec son grand truc de maïs, là, qui est presque aussi grand qu'elle, et elle traverse la campagne pour aller rejoindre sa mère à l'hôpital avec son grand truc de maïs. En fait, elle veut amener le truc de maïs à sa mère, et c'est un peu le prétexte pour aller la voir. Et, C'est aussi ça, ouais. Dans le château d'Anciel aussi, quand ils mangent leur. D'ailleurs, c'est très drôle comment ça donne trop envie de manger, alors que c'est un truc complètement sans intérêt en soi, mais c'est dans le château dans le ciel, ils sont dans la mine, et du coup, le garçon et la fille, ils sont dans la mine et ils mangent un œuf sur du pain de mie. C'est sans intérêt, vraiment, ils ont des grosses tranches de pain de mie avec un œuf, mais ils le mangent, alors d'abord ils avalent l'œuf, Ah oui, c'est vrai, ils je me avalent souviens. l'œuf comme ça, et ensuite après ils croquent dans le pain de mie, c'est vraiment ridicule. c'est vrai qu'il y a Et toujours pourtant, ça une donne trop manière envie de de manger, manger, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Il y a toujours une manière particulière de manger le. Enfin, tu sais, c'est Mais, comme au Japon, il paraît que tu manges pas les sushis comme ça, quoi. T'as vraiment une manière de prendre le sushi, de le tremper dans la sauce, enfin, tout est très protocolaire, quoi. Et eux ouais. inventent leur propre protocole pour manger Ouais, ouais. un peu tout et n'importe quoi.
C'est Moi, ce que je génial. trouvais très drôle aussi, c'était dans Cagliostro, je vous avais envoyé les images l'autre jour. Tu m'avais dit, Simon, que ça faisait penser à la French Connection. C'est la scène où c'est une scène où on voit le château, à l'intérieur du château, où tu as tous les riches qui sont en train de manger leur petit banquier avec énormément de nourriture. On n'arrive même pas à voir quel est quoi et quoi précisément dans la nourriture. Il y a trop de plats différents. Et puis on les voit même pas manger entre eux en plus. Puis d'un coup, tu as un travelling où on descend des fenêtres allumées du château avec tous les riches dedans, qui descendent jusqu'aux policiers en bas du château, qui sont exclus du château, qui n'ont pas le droit de rentrer, et qui sont en train de manger tous, chacun de leur côté, le même truc, à savoir juste des nouilles instantanées comme ça. Et je trouve que c'est marrant parce que d'un côté, tu as le travelling qui juste montre la différence sociale entre les deux, donc ça, c'est assez facile, mais à la fois, ça marche. Et d'un côté, quand même, la communauté des policiers qui mangent leurs petites nouilles, chacun de leur côté, chacun ensemble, pendant que tu as les riches qui mangent, on ne sait même pas ce qu'ils mangent, on ne les voit même pas manger, alors qu'ils ont 30 000 trucs à manger de leur côté. Et je trouve ça marrant de montrer la communauté des policiers à travers juste ces petites nuits instantanées Bah, il y a qu'ils ont ça été aussi dans achetés. la communauté des travailleuses dans Porco Rosso, où Porco Rosso, et en fait, il se retrouve en train de se faire réparer son avion à Milan, je crois que c'est à Milan, et en fait, il y a toute une communauté de travailleuses, de femmes. Alors lui, évidemment, il est macho, il dit ouais, les femmes, elles sont, enfin, ils devraient pas trop travailler, etc. Mais en même temps, il est obligé de faire avec parce qu'il se retrouve là et que tous les hommes sont on devine qu'ils sont à la guerre, et du coup, c'est les femmes qui sont là et qui doivent travailler, d'autant que c'est la crise et tout. Et du coup, c'est la pause du midi. On lui sert une assiette de spaghettis. Il commence, il va la manger. Et en fait, là, il y a un plan plus large où on voit que tout le monde autour, enfin, toutes les femmes, donc elles doivent être genre 30, 40, elles se sont assises sur une table immense et elles ont toutes pris leur petite assiette de spaghettis. Et en fait, elles allaient il fallait faire une petite prière avant de commencer les spaghettis. Et lui, il allait les manger. Et en fait, c'est juste en levant les yeux que le plan s'élargit en même temps. On devine en même temps que lui qu'il fallait pas commencer à manger encore, en fait, Ouais. qu'il fallait juste attendre la petite prière et que toutes les femmes allaient manger leur assiette de spaghetti bolognaise ensemble. Mm. Mais c'est C'est, vraiment un liant communautaire fort, en fait, la nourriture dans Miyazaki, quoi. C'est pas juste un leitmotiv quelconque, ça a une vraie fonction quasiment anthropologique, en fait, dans Mm. ses films, quoi. Ouais. Bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour Bah ouais, hein. des questions, en tout cas que moi j'aurais voulu aborder. Je pense qu'on a tout dit, si vous Vraiment, ça va. voyez. ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ouais, pour la cuisine, là, je repense à un truc, c'est que ça peut aussi montrer l'inverse, c'est-à-dire comment dire, le fait qu'il n'y ait pas de liant, par exemple, parce que là, je repense à une scène de Kiki la petite sorcière où elle prend super longtemps à faire son gâteau. En fait, enfin, en gros, elle est boulangère, elle va chez une grand-mère pour faire une course. La grand-mère, du coup, lui propose enfin, veut lui faire servir un gâteau à sa petite fille de qui c'est l'anniversaire. Sauf que c'est en retard et du coup, Kiki prépare le gâteau en vitesse. Et ensuite, elle l'amène à la fille, du coup, mais en retard. Et là, la fille, elle dit en fait qu'elle s'en fout de sa grand-mère et que ça la saoule d'avoir le gâteau, quoi. Et du coup, c'est l'inverse là pour le coup. C'est la nourriture qui montre que le rapport Qui ne qui ne va fonctionne pas pas en entre fait les deux. qui ne fonctionne pas entre la grand-mère et Mm. la fille. Ouais. Ouais, mais c'est aussi le rapport qui se crée entre la grand-mère et Kiki pour le coup. Oui, et en même temps, c'est le rapport qui se crée entre la grand-mère et Kiki. Il y a les deux, ouais. Il y a les deux, ouais. Ouais. D'ailleurs, dans Kiki, il y a aussi un truc qui me semble intéressant, ça n'a aucun rapport, je ne sais pas si spécialement quelque chose à en dire après pour le reste de Miyazaki, mais c'est le rapport tout simplement à la pauvreté aussi chez Miyazaki Mm. et au fait de gagner sa vie, en fait, c'est gagner sa vie à la fois, du coup, dans le sens où on entend habituellement gagner des sous, etc. Économique Et puis aussi, et existe. voilà, existentiel ou moral, quoi, gagner sa vie, c'est-à-dire faire preuve d'une dignité qui soit d'utilité publique, on va dire, et voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Pas dans Kiki, il y a un moment que je trouve hyper beau où elle fait ses courses, etc. Et qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, si c'est ça. Elle vient de faire ses courses et elle précise bien. Elle dit que c'est super cher et qu'elle a pas l'argent, qu'elle a pas assez d'argent pour faire ses courses et tout. Et là, en fait, elle marche dans la rue et puis elle s'arrête devant une vitrine où elle voit une paire de chaussures rouges brillantes et elle rêve. En fait, elle s'extasie de voir les chaussures rouges. Sauf qu'elle avait à peine les sous pour faire ses courses en fait. Et je trouve ça super beau cette façon d'un coup dont est montrée la pauvreté, enfin, du coup, c'est pas exactement par rapport à l'idée de gagner sa vie moralement, comme je disais juste avant, mais il y a un rapport aussi à ce moment-là à la pauvreté que je trouve assez fort, et parce que surtout que Miyazaki, c'est jamais, il y a rien de misérable en fait. Pourtant ces Ouais. personnages sont assez Contrairement à souvent, Takahata, ouais, Takahata, ça arrive, qui ouais. est très Mais misérabiliste, mais.
Ouais, le tombeau des lucioles, moi je trouve ça un peu pénible, je crois. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que chez Miyazaki, du coup, il y a pas ça. Il y a cette pauvreté qui est là, qui est montrée, mais pour autant, Kiki, on s'apitoie jamais sur son sort. Et au contraire, même d'ailleurs, elle a une vie malgré tout assez entraînante, assez joyeuse et tout, mais pour autant, elle est très pauvre et elle doit constamment travailler pour gagner sa vie. Enfin, moi, Mm. la scène des chaussons rouges, ça m'a vraiment fait penser à des chaussures rouges, par exemple, ça m'a vraiment fait penser à Brecht un peu. Il a cette même façon-là, je trouve, de poser la question de la pauvreté. Enfin, dans La Bonhomme du Szechuan, il y a une scène qui est très très proche de celle-là. C'est une scène justement où Szechuan, du coup, qui est maîtresse d'un petit commerce, enfin, dirigeante d'un petit commerce dans un village, et qui un matin se réveille, elle s'extasie sur toute la ville qui s'éveille, etc. Et en même temps, elle se dit qu'elle a pas trop de sous et tout. Et puis là, pareil, elle passe devant une vitrine où il y a une belle robe et là elle se dit je rêverais d'avoir cette belle robe, je rêverais d'être un peu jolie dans le monde quoi. Et ce truc de Kiki, je trouve ça c'est un peu, je trouve que c'est un petit peu la même chose aussi. Mm. Mais dans le château dans le ciel, c'est aussi ça. Hein, les mineurs au début, on sent qu'ils vivent pas dans des conditions idéales du tout et pour autant ils sont. Enfin, je sais pas s'ils Parce qu'ils sont sont, heureux, mais parce disons qu'ils- ils vivent quoi, ils sont vivants, ils sont ouais. là. Ils sont nourris par d'autres choses, en fait. Et c'est un peu, justement, tout ce dont on a parlé, et à la fois un certain rapport à la nature et à la machine, mais aussi leur métier, les relations humaines qui les lient et la communauté, en fait, qu'ils forment tous ensemble. On sent qu'ils appartiennent à une communauté et que ça, c'est fondateur, en fait, dans ce qu'ils sont et que ça les nourrit autant Ouais, ouais, ouais. bah, ils ont besoin d'être nourris juste factuellement. Et, mais d'ailleurs, en fait, tout ce qu'on a dit sur la nourriture, sur la manière qu'on a de manger, les protocoles et en même temps euh, ce que la nourriture porte, en fait, on sent que chez Miyazaki, c'est presque ce que tu disais, c'est presque un métier à part entière. Presque se Ouais. nourrir est presque un métier, en fait, Mais toute à part activité est un entière. métier chez Miyazaki. Ouais, c'est ça, c'est que le Quand métier tu, chez quand Exactement, tu ouais. Miyazaki, ça t'emménages chez englobe eux, tout, tu c'est Parce que l'activité. En ça engage en même temps une activité, ça engage un geste, un certain geste répété et maîtrisé. Ouais, maîtriser, c'est Euh, important. Ouais, et ça engage la nourriture de quelque chose, une nourriture ouais, existentielle ou une nourriture économique ouais, c'est concrète, ça. quoi. Bah, c'est la définition même du métier, je pense. C'est pour ça que je préfère le terme métier au terme travail. C'est parce que le terme Mm. métier, enfin, dans le cas de Miyazaki, je veux dire, parce que le terme métier me semble très très lié à cette idée de la nourriture et de l'utilité et en même temps aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport aux énergies, aux forces, c'est quelque chose quand même d'assez physique ou du moins artisanal le métier. Enfin, je crois que les premières définitions du métier, c'est toujours ce travail mécanique ou exercice d'un art mécanique ou quelque chose comme ça. Je crois si tu regardes les Mm. définitions sur Internet, donc ça a quand même vraiment à voir avec ça. Et mécanique au Ouais. sens large, pas seulement la machine, même si chez Miyazaki c'est très important, mais la Moi, je machine. pense qu'il y a tout un travail autour du geste à faire chez Miyazaki qui soit. Enfin, je sais pas, je m'adresse peut-être un peu trop en tant qu'universitaire à des gens, mais j'ai vraiment la sensation que ça n'a pas du tout été investi en fait sur ce qu'on entend parler de Miyazaki, alors qu'en fait le geste est porteur de tellement de choses hyper différentes, comme on l'a signalé, autant pour le métier, autant pour une sensation, pour une émotion, le souci de faire un lien et les influences qu'il peut avoir, que ce soit des influences de cartoon ou de tradition japonaise ou de tradition enfin, ou de culture occidentale d'ailleurs. Ouais. Enfin, Euh, le geste chez Miyazaki est extrêmement important et moi j'ai toujours en tête, c'est voilà, encore une fois cette scène dans Le vent se lève où il prend la main de sa femme pour faire le lien entre le travail et sa vie de couple ouais, et c'est un geste en fait qui va cristalliser ça quoi. bah d'ailleurs, c'est ça aussi qui me gêne souvent quand je lis que ces films portent des messages écologiques. C'est que je trouve que justement l'idée du message, c'est une idée discoureuse en fait. Ça, c'est un discours, un message, et c'est pas du tout
c'est pas du tout quelque chose de concret en fait, un message. C'est quelque chose d'abstrait, de l'ordre de la communication et pas de Mm. l'ordre des énergies ou des forces qui circulent. C'est pas la même chose. Et justement, chez Miyazaki, je trouve qu'il n'y a pas, enfin, il peut y avoir un petit peu en filigrane, on va dire, une idée de message parfois dans Le Château dans le ciel, c'est un peu évident quand même. Mais, mais malgré tout, c'est toujours des choses qui se manifestent d'une façon concrète et d'une façon, Mm. C'est rendu d'une visible façon en fait, c'est incarné. ouais, c'est une idée d'incarnation. Du coup, pour moi, c'est pas un message, c'est plutôt une, Une si on veut parler présentation. d'écologie, c'est plutôt ouais, une présence écologique ou alors une perception écologique, une façon d'être au monde écologique, quoi, si on veut, ou de percevoir le monde ou de Ouais, sentir le monde écologique. J'aime bien ouais, manifester. je C'est-à-dire suis d'accord. en comprenant l'environnement dans son entier, quoi. Et pas juste en disant il faut faire attention à l'environnement. Et c'est pas, y a pas, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je dirais toute cette logique de présentation et de monstration, c'est une logique qui a totalement, je dirais, habité la peinture impressionniste, qui Mm. justement, dans sa tendance à aller vers l'abstraction, s'est montré juste d'un point de vue, juste par rapport à la peinture, une idée de montrer la peinture aussi en tant que matière. Ouais. Et que je dirais que l'influence impressionniste se ressent autant, si elle se ressent formellement, elle se ressent aussi en tant que dans la logique qui a été celle des peintres impressionnistes à un moment, dans la manière de montrer le monde, de vouloir juste peindre ce qu'on n'avait jamais peint, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire les choses de la vie quotidienne. Et la nature non plus dans un studio parce qu'il y a eu l'invention de la peinture en tube, quoi. Donc on pouvait transporter sa peinture et aller peindre dehors. Et ça a été une révolution au niveau de la peinture qui a été incroyable en Occident et qui a amené justement les peintres à investir cette idée de monstration, justement. Au même moment où la photographie apparaît. Donc c'est aussi normal que Ouais. l'abstraction se manifeste plus parce que justement la représentation très fidèle, telle quelle de la réalité, n'est plus un objectif Ouais, voilà, dans pour la la peinture peinture. parce que c'est la, Ouais. c'est la, c'est la photographie qui le prend en charge. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois qu'un des premiers textes de Bazin, il me semble, c'est cette C'est idée-là, là-dessus. c'est l'idée Ouais, que la photographie a libéré la peinture de du son réel, quoi. obligation à la représentation réaliste du monde, quoi, ou quelque chose Ouais. comme ça. Mais ouais. Et, Et du coup, en fait, c'est marrant parce que je dirais chez Miyazaki, on voit pas comment dire, c'est très ponctuel, ou ça reste quand même très rare dans son cinéma des manifestations d'une animation dans une sorte de grandiloquence de l'animation comme on pourrait avoir justement dans Akira, par exemple. Ouais. Il y a un côté démesuré à tous les niveaux, ou alors chez Satoshi Kon où il va y Dans avoir beaucoup de des mangas idées en de. général. Ouais, voilà. Et en fait, lui, il reste dans une sorte d'intimité, en fait, dans sa représentation qui est vraiment presque à l'opposé de tout ça. Euh, et son travail d'animateur, on sent qu'enfin, il réfléchit vraiment son médium à part entière parce que justement, le choix de faire de l'animation n'est pas du tout arbitraire pour Mm. autant, parce que justement, il y a d'autres ramifications qui sont en place. C'est pas justement une sorte de droit absolu qu'aurait le réalisateur sur son film de pouvoir faire les mouvements de caméra qu'il veut, les trucs les plus spectaculaires et tout. Et au contraire, je dirais toute l'influence picturale qu'il a autant de l'estampe japonaise que de l'impressionnisme se retrouve dans son travail. Et du coup, je trouve que en fait, il a une manière hyper personnelle d'investir son médium, en fait, contrairement à beaucoup de productions en fait en animation que par ailleurs je peux trouver très bateau. En fait, je trouve qu'il y a pas de. Je trouve que dans le cinéma d'animation actuel, de manière globale, et dans les productions, ce genre de production d'animation très, je sais pas, par exemple les animés et tout. Et il y a un peu toujours cette même logique de vouloir être très impactant dans les mouvements de caméra qui ne sont possibles justement qu'en animation, Mm. toute une série d'effets très graphiques. Et en fait, Miyazaki se prive de tout ça, mais investit son médium de manière totalement différente. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, moi, je connais très très mal, même je connais même pas les animés. Par contre, enfin, je veux dire les animés en tant que série animée. Mais par contre, ouais, dans le cinéma d'animation en général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses
qui m'intéresse pas beaucoup, justement, de ce point de vue. Enfin, l'autre jour, j'ai vu Millennium Actress de Satoshi Kon. Ça déploie tout un tas de choses qui pourraient être très très impressionnantes en fait, mais le problème c'est que c'est vraiment déployé dans le vide complet, et c'est vraiment une sorte de d'esbrouf total, je trouve. Enfin, moi, le Millennium Actress, ça m'a vraiment donné l'impression d'un film où tout est fait pour presque pour légitimer l'animation ou quelque chose comme ça, pour mettre en avant, pour dire ouais, regardez Ouais, comment tout ce qu'on peut faire avec l'animation, sauf que c'est une vraie coquille vide. Enfin, c'est le rapport entre enfin d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait un petit peu du rapport au rêve chez Miyazaki. Dans Millennium Actress, il y a tout un rapport au rêve, à la réalité, etc., qui est complètement inintéressant dans le film. Enfin, qui est vraiment juste une sorte de truc comme ça, fait pour montrer tout ce qu'on peut faire ouais, comme un peu esbrouf show en off, quoi. animation. Enfin, je sais pas. Mhm. De quoi? Un peu show off. Mais bon, Satoshi Kon a toujours eu ça, ce côté un peu de vouloir faire tout. Enfin, chez Satoshi Kon, il y a toujours un truc dans Millennium Actress et dans Paprika de vouloir être très démonstratif en fait, techniquement, au niveau de l'animation et de vouloir impacter son spectateur vraiment très sensitivement en fait, très juste que l'animation te provoque une sorte de sensation physique très particulière de chute, de vitesse, de d'abîme comme ça. Il y a plein de distorsions d'espace qui sont très, mais qui ne sont données que, qui ne sont pas forcément justifiées en dehors d'un impact voulu chez les spectateurs, d'un effet en Ouais. fait cherché de, Ouais, du coup, c'est chez les très, très spectateurs. oppressant. Enfin, ça peut être très oppressant. Enfin, moi, justement, je suis resté complètement en retrait de Millennium Actress. Ça m'a ennuyé profondément. Mais je pense que même si on n'est pas en retrait, ça peut être. Enfin, moi, je trouve ça oppressant ou en tout cas oppressif. Enfin, disons que c'est. Enfin, je trouve ça beaucoup trop volontariste. Moi, j'ai du mal avec ces approches-là qui attaquent ou qui veulent faire de l'effet aux spectateurs en général. Je Ouais. trouve ça toujours. Je trouve que c'est violent en fait que c'est pas par là que passent les choses. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a dit sur Miyazaki, sur la sensualité, sur justement l'aspect très physique, etc. de ses films, c'est voilà, on le sent en fait, on le sent, on le voit, on l'éprouve, et pour autant, il nous le balance pas à la figure, quoi. Enfin, je trouve que c'est une vraie différence importante. Ouais, bien sûr. Bah, le film reste, je dirais que la grande différence, c'est que chez Satoshi Kon, il y a un peu une sorte de prise d'otage du spectateur sur les émotions qu'il doit ressentir. Ouais, On cherche à lui faire ressentir, alors que Miyazaki, il y a une sorte d'ouverture, en fait. L'émotion vient parce que toi, tu t'es ouvert au film et parce que le film s'est ouvert à toi. Donc, il y a ouais, beaucoup plus la possibilité d'une Mhm. rencontre et c'est beaucoup Ouais. moins forcé et le spectateur est en fait beaucoup plus libre de ses émotions. D'ailleurs, ça se ressent parce que chez Satoshi Kon, je pense par exemple dans Perfect Blue, à toutes ces séquences de viol, qu'on ne sait pas si c'est un viol ou si ça en est pas, et qui est censé créer Ah ouais, non, un c'est réel horrible. malaise. ouais, ça C'est fait terrible. carrément Et, bon, moi, je trouve dans le film, dans mon souvenir. mais chez Miyazaki, tu vas toujours avoir euh, des émotions avec cette idée que l'émotion se communique justement et qu'elle ne s'impose pas. Ouais, Justement, quand ouais. on disait les larmes, le rire et tout, c'est quelque chose qui va circuler entre le film et le spectateur, de la même manière que ça circule entre les personnages et de la même manière que ça affecte l'environnement autour d'eux. Mhm. Euh, et du coup, c'est beaucoup. Voilà, c'est pas genre. Par exemple, je déteste Le Tombeau de les Lucioles exactement pour ça, quoi, parce que c'est un film qui te dit à chaque seconde, vas-y, chiale, quoi. Alors que chez Miyazaki, il y a une possibilité d'être touché sans forcément chercher à une émotion particulière forcée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, Parce que, et, cette, et c'est aussi ce qui fait le ton un peu mélancolique de ces films, qui est souvent à mi-chemin entre la tristesse, mais aussi la joie. Il y a ce mélange un peu doux-amer dans ces films. Et tient à justement ne pas vouloir imposer une émotion stricte, en fait. ouais. Ouais. Mais pour moi, ça tient aussi d'un certain héritage classique, on va dire, d'un cinéma classique, au sens où on l'entend communément, enfin, d'un cinéma des années 30, 40, 50. Je pense que Miyazaki, il tient quelque chose de ça. Enfin, moi, par exemple, ça m'arrive assez régulièrement de penser à Ford pendant les films de Miyazaki. Rarement entièrement. Enfin, je trouve que les films entièrement ne sont pas forcément fordiens, mais il y a dans presque chacun de ces films des séquences ou
des moments fordiens, je trouve, ou voir des motifs des fois. Enfin, par exemple, dans Le Château dans le ciel que j'ai revu hier, la femme de la mine, enfin la mère, en gros, c'est pas la mère de l'enfant, mais c'est plus ou moins une sorte de tutrice un petit peu. Elle a le costume vert et les cheveux roux exactement comme Maureen O'Hara dans L'Homme tranquille. Et d'ailleurs, le village minier, il est fait. Alors peut-être que c'est aussi une constante des villages miniers, ça pour le coup, je sais pas. C'est possible hein, que ce soit ça aussi, hein, mais en tout cas, il fait beaucoup penser au village dans Quelle était verte ma vallée de Ford aussi, où justement c'est des mineurs dans un village et il est construit de la même façon avec les maisons je sais pas, qui forment une sorte de courbe de maisons les unes après les Mm. autres identiques. Et après, voilà, Après, il y a une scène que j'ai vue dans Kiki, quand Kiki s'en va de sa famille avec son balai, et les autres qui restent en retrait, il y a vraiment un plan, c'est vraiment exactement un plan fordien d'un point de vue de la composition. On voit je crois que c'est ses amis ou sa mère qui sont là, qui sont plantés là sur le chemin, et elle qui part avec son balai et dans le même plan et tout, et c'est vraiment fait de la même façon qu'un plan de Ford. Enfin, là, après, là, je dis ça, c'est juste de façon c'est juste une comparaison de motifs peut-être un peu fétichistes, mais globalement, je trouve que le rapport à Ford et généralement au cinéma classique, il se joue aussi dans cette façon de voir et de penser l'émotion en fait et la transmission d'émotion qui justement n'est pas une transmission directement, c'est une émotion qui se joue dans le film, mais qui du coup s'ouvre aussi au spectateur, quoi. Après, moi, je sais pas trop pour la cinéphilie de Miyazaki parce que c'est toujours un point. Parce qu'en fait, on voit énormément de choses d'autres films dans Miyazaki et pourtant, il a une identité Ouais. très, très propre, très singulière. Enfin, je veux dire, c'est un des rares réalisateurs, si tu veux, Miyazaki. On sait qui c'est, même s'il est peut-être trop facilement associé au studio Ghibli qui font des choses très différentes. Justement, il a quand même une identité vraiment hyper singulière dans le paysage de l'animation japonaise et Mm. internationale aujourd'hui. Euh, et pourtant, voilà, on voit plein de choses qu'on peut revoir dans d'autres œuvres, dans d'autres films, que ce soit peinture ou cinéma. Et pourtant, moi, j'ai vu une courte interview de Miyazaki où il dit qu'il ne regarde pas de films. Il fait partie de ces quelques réalisateurs qui ne regardent pas de films. Bon, il y a Et Kiarostami, alors que Galindo aussi, apparemment. Kiarostami, d'ailleurs, c'est marrant, c'est pareil. Ne Kiarostami, regarde pas. on pense directement à Rossellini, alors que c'est même pas sûr Il vient de qu'il. la Enfin, pub. d'après ce qu'il dit, c'est même pas sûr qu'il ait vu des films de Rossellini, alors que c'est Ah ouais, évident le rapport à Rossellini. Enfin, c'est ah rigolo, ouais, ouais, ces cinéastes Mm. c'est les meilleurs hein, qui regardent pas de films d'ailleurs. ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que Oui, Kiarostami, il dit qu'il alors vient qu'il de n'y a la rien à voir. publicité, donc le Oui, mec le moins publicitaire au monde, quoi. Mais, mais ouais, Miyazaki, il y a ce truc où, dans une interview, il disait, bon, il regarde pas de films ni de télévision, donc peut-être qu'il a une culture beaucoup plus picturale, je sais pas, et qu'il a peut-être amené, parce qu'il est très, très documenté, par exemple, historiquement, quoi. Il paraît que la représentation historique des lieux et des coutumes sont extrêmement précises, et des costumes aussi sont extrêmement précis. Donc, c'est un perfectionniste, hein, c'est un gros bosseur, ça on le sait, mais voilà. Enfin, après, ça, c'est des perspectives un peu auteuristes qui consistent à. On peut évidemment voir un autre film dans un film sans avoir besoin que l'auteur ouais, ait ouais, vu le ouais, même ouais. film que Ouais, parce nous, que moi, quoi. après, quand je Mais, disais ça, ça faisait un petit peu référence à Ford, mais c'était pas tant pour jouer au jeu des références, etc. C'est aussi parce que je pense qu'il y a un héritage, même s'il est inconscient, en fait. mais si ça se trouve, le cinéma classique a toute sa place, peut-être parce que Miyazaki Ouais, peut-être à a la vu télé, quand plus il de était films enfant, classiques. par exemple. Et peut-être parce que aussi il y a le fait qu'il n'ait pas forcément vu trop de films avant. Enfin, je sais pas si les cinéastes classiques ont vu. Ouais, c'est Ça ça, a c'est été pas des grands créative. consommateurs de films par ailleurs, à une époque où dans les années 30, 40, 50, le cinéma, enfin l'apparition du parlant faisant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rupture entre cette période-là et avant par rapport au muet, quoi. Donc peut-être qu'ils ont été très influencés plus par un cinéma muet que par un cinéma parlant.
cinéma muet, plus influencé du coup par Ouais. d'autres formes Oui, d'art. puis c'était avant d'être des cinéphiles et des genres de cinéma, c'était avant tout des gens qui faisaient leur métier, des artisans en fait. Et ça, ça rejoint tout ce qu'on dit de Oui, c'est Miyazaki ça aussi. depuis tout à Ouais. l'heure, quoi. C'est l'artisanat, l'exercice du métier, c'est ça qui est important. Et Miyazaki, faire son studio, créer son studio pour ça, parce que Cagliostro est le château de Cagliostro est le seul film qu'il n'a pas fait au sein du studio Ghibli. Et avant, il était animateur pour la Toei, c'est-à-dire la plus grosse entreprise d'animation japonaise de l'époque, et peut-être même encore d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais voilà, et donc quand il fait Cagliostro, en fait, il fait un film qui s'inscrit dans une série sur lequel il a été animateur. Et après ça, il fait son propre studio pour faire les films que lui a envie de faire, et il adapte son propre manga, Nausicaa. Donc du coup, il y a aussi cette volonté justement d'avoir une autonomie et d'avoir un côté artisanal. Peut-être pour ça aussi qu'il a tellement, peut-être pour ça aussi qu'il a tellement décrié l'animation numérique, et que maintenant il s'y met très dernièrement. En tout cas, moi j'ai super hâte de voir son prochain film, qui a l'air d'être un peu plus sur le ton du Vent se lève, c'est-à-dire un côté beaucoup moins fantastique, parce que c'est vrai que pour le coup, Voyage de Chihiro et Le Château ambulant étaient particulièrement fantastiques. Je veux dire, il y en a qui ont énormément critiqué ça aussi sur ces films, le côté trop plein de fantastique sur ces deux films. Mais et à partir du Vent se lève, il y a un côté où le fantastique est beaucoup plus latent. Il arrive par le rêve, il arrive dans des corps particuliers. Je pense entre autres à ce personnage presque fantôme qui est mi-humain, mi-fantôme, qui fait des apparitions, qui vient parler, puis qui ensuite disparaît, puis qui revient. Un côté un peu spectral dans ce personnage, et pourtant c'est un humain à part entière. Et puis toutes les séquences de rêve, de réunion à la fin du film, qui sont hyper importantes et qui renvoient à tout un imaginaire fantastique qu'on connaît chez Miyazaki, mais qui du coup sont un peu plus rationalisés entre guillemets dans le film, dans le sens où c'est des séquences de rêve et c'est pas l'immersion du fantastique en plein milieu. On a un peu fait le tour. Voilà pour ouvrir sur ce truc. On attend tous le prochain je sais pas, il Miyazaki sort avec en impatience. 2022, non, c'est ça? 2020, ouais, et moyen, ouais. 2022 apparemment. Bon, après c'est Miyazaki comme d'hab, donc on nous avait annoncé 2020, puis ensuite 2021, puis ensuite 2022. Au nombre de minutages par mois, ça avance pas très vite, mais bon, c'est aussi ça pour avoir un film de très haute qualité techniquement, et on l'espère aussi cinématographiquement de manière. Il s'appellera comment déjà? Je sens que le titre était bien. Alors je me souviens, ouais, ils sont sortis le nom en français. Attends, je vais vérifier Mais ça. là, le nom original, je me souviens je trouvais super le titre. Ah ben, il est pas là. Ouais, en fait, c'est l'adaptation d'un bouquin, mais qui sera très largement inspiré. En fait, c'est pas une adaptation telle quelle. Je pense que ça va être un peu comme enfin déjà que le Château ambulant avait fait plutôt scandale à son époque, parce que justement c'était pas une adaptation telle quelle du livre. Enfin, Miyazaki prend beaucoup de liberté dans les adaptations, mais là le film, donc, qui s'appellera Comment vivez-vous, apparemment, pour son titre provisoire en tout cas, c'est un livre qui sera plutôt compris dans le film en fait. Donc, il y aura une sorte un côté un peu méta comme ça. C'est l'adaptation d'un livre dont le livre est apparemment dans le film. Du peu que j'en ai lu, c'est ce que j'ai compris. Bon, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Mais c'est vrai qu'on parle aussi assez peu des courts-métrages de Miyazaki. Pas vu, moi. Pour ma part, j'en ai vu aucun, mais il a réalisé beaucoup de courts-métrages. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. Bah, moi, j'ai vu On Your Mark hier, un clip qu'il a réalisé pour je sais plus quel groupe japonais. Pour le coup, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Mais, Ok. enfin, c'est techniquement très au point, mais j'ai eu l'impression qu'en fait, il compilait un peu toutes ces thématiques Miyazaki pour le bien du clip, pour le besoin du clip, mais que bon. Ok. Voilà.
Je vais pas, enfin après je l'ai regardé un peu en coup de vent comme ça, mais voilà, Après, ça m'a pas c'est intéressé. peut-être qu'il expérimente un petit peu plus de choses pour préparer ses longs métrages dans les courts métrages. Je Ouais, pense c'est entre autres possible. à Mhm. Boro la petite chenille, qui du coup est son premier court métrage en, en image numérique. Et du coup, Ok. on peut peut-être s'attendre à voir de l'image numérique dans Ouais. son prochain film. Je sais Mm. pas quelle place il a laissé à tout ça. Mais j'ai entendu une interview assez récemment où il disait justement que il était revenu sur ces questions du numérique et qu'il pensait que c'était un outil au fond comme un autre et qu'il fallait arrêter Mm. cette division entre numérique et artisanal, fait main sur Mhm. papier. Ça n'avait plus Ok. forcément beaucoup de sens aujourd'hui. Il en parlait avec John Lasseter dans une interview. Voilà. Bon, eh ben, Bon, bah voilà, on n'a pas vraiment de conclusion, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt sur la D17. allez, salut, Ouais, la salut. D17.